Le réveil sonna à 5 heures précises dans le petit appartement de la rue des Capucins. Élodie Martin ouvrit les yeux, contemplant le plafond fissuré qu'elle connaissait par cœur. 29 ans, et chaque matin commençait de la même façon. Un café noir, un regard par la fenêtre vers les toits de la Croix-Rousse, et cette sensation étrange que quelque chose d'important manquait à sa vie. « Grand-mère, tu me manques », murmura-t-elle en touchant la photographie sur sa table de nuit. Marguerite Martin souriait dans son cadre argenté, les yeux pétillants de cette sagesse qui avait guidé Élodie depuis l'enfance. 45 minutes plus tard, elle poussait les portes vitrées de l'hôpital Saint-Augustin. L'odeur familière du désinfectant et le brouhaha matinal des équipes l'accueillirent comme une seconde maison. Depuis 8 ans, elle parcourait ces couloirs carrelés de blanc, portant son uniforme bleu ciel avec la fierté discrète de ceux qui savent que leur métier sauve des vies. Élodie, l'appel joyeux de Céleste, sa collègue et meilleure amie, résonna dans le couloir principal. « Tu as entendu les rumeurs ? Lesquelles ?» Élodie attacha ses cheveux châtains en un chignon pratique, habitude acquise après toutes ces années. « Tu sais bien que je ne m'intéresse pas au commérage. » Céleste la rattrapa, ses yeux verts brillant d'excitation. « Ce ne sont pas des commérages cette fois. C'est officiel. L'hôpital a été racheté. » Le sang d'Élodie se figea. « Racheté ? Par qui ? » Un groupe d'investissement privé. Il parle de modernisation, de nouveaux équipements, de rénovation complète. Céleste baissa la voix, jetant un coup d'œil autour d'elle. Le propriétaire est apparemment un milliardaire qui a fait fortune dans la technologie médicale. Élodie sentit une boule se former dans son estomac. Les rachats privés signifiaient souvent des licenciements, des compressions budgétaires, la transformation d'un hôpital public en entreprise lucrative. Et notre service de soins palliatifs pédiatriques ? Je ne sais pas encore, mais Élodie... Céleste posa une main réconfortante sur son bras. « Tu sais que tu es la meilleure infirmière de cet hôpital. Ils ne peuvent pas se permettre de te perdre. » En entrant dans l'unité pédiatrique, Élodie fut accueillie par les sourires de ses petits patients. Emma, 7 ans, luttait contre la leucémie depuis 2 ans. Lucas, 5 ans, attendait une greffe de cœur. Chaque enfant portait en lui une leçon de courage qui rappelait à Élodie pourquoi elle avait choisi ce métier difficile. « Mademoiselle Élodie !» Emma tendit ses petits bras depuis son lit. « J'ai fait un dessin pour vous. » Le dessin représentait 2 silhouettes sous un grand arbre. « C'est nous dans le jardin de l'hôpital », expliqua Emma avec enthousiasme. « Et regardez, j'ai ajouté un monsieur. » « Un monsieur ?» Élodie examina la 3e silhouette, plus grande, aux côtés des 2 premières. « Oui, maman dit qu'un jour, quelqu'un de spécial viendra vous chercher, comme dans les contes de fées. » Élodie sourit, touchée par l'innocence de l'enfant. « Tu es adorable, Emma, mais je n'ai besoin de personne pour être heureuse. J'ai vous, mes petits trésors. » Pourtant, en regardant le dessin, une étrange mélancolie l'envahit. Il y avait eu quelqu'un autrefois, un garçon aux yeux noisettes, qui lui promettait des étoiles dans le parc de la Tête d'Or. Gabriel, ce prénom qu'elle n'osait plus prononcer, même dans ses pensées les plus intimes. L'après-midi apporta une nouvelle troublante. Madame Dubois, la directrice administrative, convoqua tout le personnel dans l'amphithéâtre principal. Son visage habituellement serein affichait une tension inhabituelle. « Chers collègues, » commença-t-elle d'une voix solennelle, « comme vous le savez certainement déjà, notre établissement a été acquis par la société Lefebvre Innovation Médicale. » Le nom résonna dans l'amphithéâtre, comme un écho lointain. Élodie sentit son cœur manquer un battement. Lefebvre, ce nom. Monsieur Gabriel Lefebvre, le PDG, souhaite personnellement évaluer notre fonctionnement avant d'entreprendre les rénovations nécessaires. Il arrivera la semaine prochaine, accompagné de son équipe de consultants. Gabriel Lefebvre. Impossible. Il devait y avoir des milliers de Lefebvre en France. Ce ne pouvait pas être lui. Son Gabriel était parti à Paris il y avait presque 20 ans. Il avait 13 ans alors, et elle 10. Un gamin qui collectionnait les billes et lui lisait des histoires sous les platanes du parc. « Des questions ?» demanda Madame Dubois. Élodie leva timidement la main. « Madame la directrice, avez-vous des informations sur les projets spécifiques de Monsieur Lefebvre? Notre service de soins palliatifs pédiatriques sera-t-il maintenu ?» « Excellente question, Mademoiselle Martin.
J'espère que nous aurons ces réponses lors de sa visite. Monsieur Lefebvre semble particulièrement intéressé par l'aspect humain de notre travail. En sortant de l'amphithéâtre, Élodie se sentait étrangement troublée. Ce soir-là, dans son petit appartement, elle sortit une vieille boîte en carton du fond de son placard. À l'intérieur, des photos jaunies, des lettres d'enfants et un petit carnet rouge où elle avait écrit, de son écriture d'écolière, « Gabriel et Élodie, amis pour toujours ». Sur une photographie, 2 enfants souriaient sous un cerisier en fleurs. Le garçon aux cheveux bruns tenait la main de la petite fille aux nattes châtaines. Derrière eux, les tours de Lyon s'élevaient vers le ciel d'été. « Gabriel, murmura-t-elle en caressant la photo, où es-tu devenu ?» Dehors, la ville s'endormait lentement. Dans quelques jours, sa vie allait peut-être basculer, sans qu'elle puisse encore l'imaginer. Car parfois, le destin se plaît à réunir ceux que la vie a séparés dans les lieux où leurs cœurs ont appris à battre ensemble. Lundi matin, 7 heures précises, une limousine noire aux vitres teintées se gara devant l'entrée principale de l'hôpital Saint-Augustin. Élodie, qui prenait son café dans la cafétéria face aux baies vitrées, observa la scène avec curiosité. De la voiture descendit d'abord un homme en costume sombre, puis une femme élégante aux cheveux platines. Et enfin, son cœur s'arrêta. Un homme grand aux cheveux bruns légèrement grisonnants sur les tempes, au port altier et à la démarche assurée. Même de loin, même après toutes ces années, quelque chose dans sa silhouette lui rappelait cruellement quelqu'un. Mais c'était impossible. Gabriel était parti. Gabriel avait disparu de sa vie comme un rêve au petit matin. « Tu as vu? C'est lui !» Céleste se glissa à ses côtés, les yeux brillants d'excitation. Gabriel Lefebvre en personne. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est séduisant. Élodie détourna brusquement le regard, le cœur battant à tout rompre. Je dois retourner au service. Les enfants m'attendent. Élodie? Céleste fronça les sourcils. Tu es toute pâle. Ça va? Très bien. Juste fatiguée. Mais en réalité, Élodie était loin d'aller bien. Toute la matinée, elle ne parvint pas à se concentrer sur son travail. Ses mains tremblaient légèrement en préparant les médicaments et elle sursautait au moindre bruit dans le couloir. Et si c'était vraiment lui? Et si, après 20 ans, Gabriel était revenu à Lyon? Vers 11 heures, Madame Dubois fit le tour des services avec les visiteurs. Élodie l'entendit approcher dans le couloir, accompagnée de voix inconnues. Elle se réfugia instinctivement dans la chambre d'Emma, prétextant vérifier la perfusion de la petite fille. « Et voici notre service de soins palliatifs pédiatriques », expliquait la directrice. « C'est le cœur battant de notre hôpital, dirigé par nos infirmières les plus expérimentées. » Une voix d'homme répondit, grave et posée, « J'aimerais rencontrer cette équipe. Leur travail m'intéresse particulièrement. » Cette voix, Élodie ferma les yeux, luttant contre le vertige qui la gagnait. Cette intonation, cette façon de parler, c'était exactement comme... Non, elle divaguait. Des milliers d'hommes avaient cette voix en France. « Bien sûr, » répondit Madame Dubois. « Mademoiselle Martin, pourriez-vous nous rejoindre ?» Élodie n'avait plus le choix. Elle embrassa tendrement Emma sur le front et sortit de la chambre, s'efforçant de garder une contenance professionnelle. Dans le couloir l'attendait un petit groupe. Madame Dubois, la femme blonde de la limousine, et lui, Gabriel Lefebvre. Leurs regards se croisèrent, et le monde s'arrêta. Les yeux noisettes, ce nez légèrement aquilin, cette petite cicatrice sur la pommette gauche qu'il s'était faite en tombant de vélo à 8 ans. C'était bien lui, Gabriel, son Gabriel. Mais sur son visage, aucune trace de reconnaissance. Il la regarda avec la politesse distante d'un homme d'affaires rencontrant une employée pour la première fois. « Mademoiselle Martin, » dit Madame Dubois, « je vous présente Monsieur Gabriel Lefebvre, le nouveau propriétaire de notre établissement, et Madame Arnaud, sa directrice des ressources humaines. » Élodie tendit une main tremblante. Quand Gabriel la serra, elle sentit la même douceur qu'autrefois, la même chaleur. Mais ses yeux restaient froids, professionnels. « Enchanté, Mademoiselle Martin. On me dit que vous dirigez cette unité avec beaucoup de compassion. » Sa voix. Mon Dieu, sa voix n'avait presque pas changé, juste mûrie, approfondie par les années. Élodie déglutit péniblement. « Merci, Monsieur Lefebvre.
Nous faisons de notre mieux pour nos petits patients. J'aimerais visiter le service, si cela ne vous dérange pas. » Gabrielle la suivit dans les couloirs familiers, et Élodie sentait son regard sur elle. Ils passèrent devant la chambre de Lucas, qui dormait paisiblement, puis celle d'Emma. « Oh, monsieur Gabriel !» La petite voix d'Emma les interrompit. « Vous êtes le monsieur de mon dessin ?» Élodie rougit violemment. Gabrielle s'approcha du lit avec une douceur qui la bouleversa. « Quel dessin, princesse ?» Emma tendit fièrement son œuvre. « Regardez, c'est mademoiselle Élodie, moi. Et vous? Maman dit que les princes viennent toujours sauver les princesses. » Gabrielle étudia le dessin avec attention, et pour la première fois depuis son arrivée, une émotion traversa son regard. Il leva les yeux vers Élodie, et pendant une seconde, juste une seconde, elle crut reconnaître le petit garçon qu'elle avait aimé. « C'est un très beau dessin, Emma. Tu es une artiste. Vous allez vraiment sauver notre hôpital? Et mademoiselle Élodie ?» Gabrielle hésita, son regard passant d'Emma à Élodie. « Je vais faire de mon mieux, petite princesse. » La visite se poursuivit en silence tendu. Gabrielle posait des questions pertinentes sur les traitements, les besoins du service, les difficultés financières. Il semblait sincèrement intéressé par le bien-être des patients, mais toujours avec cette distance professionnelle qui brisait le cœur d'Élodie. En fin d'après-midi, alors qu'elle pensait en avoir terminé avec cette journée éprouvante, on frappa à la porte de son bureau. Entrée, Gabrielle apparut, seule cette fois. Dans l'espace confiné du petit bureau, sa présence semblait encore plus troublante. Il referma la porte derrière lui et s'approcha lentement. Mademoiselle Martin, Élodie. Son prénom dans sa bouche résonna comme une caresse. « Nous devons parler. Je ne vois pas de quoi, monsieur Lefebvre. » « Gabrielle. Mon prénom est Gabrielle. » Il s'assit en face d'elle, et soudain, sa façade professionnelle se fissura. « Tu sais très bien qui je suis, Élodie. » Elle sentit les larmes monter. « Pourquoi? Pourquoi as-tu fait semblant de ne pas me reconnaître ?» Gabrielle passa une main dans ses cheveux, geste familier qu'elle avait vu 1000 fois dans leur enfance. « Parce que je ne savais pas comment t'aborder. Parce que j'ai eu peur de ta réaction. Cela fait 20 ans, Élodie. 20 ans que je pense à toi, que je me demande ce que tu es devenue. Et tu n'as jamais essayé de me retrouver. » « Si, bien sûr que si. » Ses yeux se voilèrent. « Mais quand j'ai appris que tu travaillais ici, j'ai pensé que c'était peut-être un signe. Alors j'ai acheté cet hôpital. » Élodie le fixa, incrédule. « Tu as acheté un hôpital entier pour me revoir? » « Pas seulement. Cet hôpital avait besoin d'aide, et j'avais les moyens de l'aider. Mais oui, l'idée de te retrouver a pesé dans ma décision. » Le silence s'installa entre eux, chargé de 20 années de séparation, de questions non posées, d'émotions enfouies. Dehors, le soleil déclinant jetait des ombres dorées sur les murs du bureau. « Gabrielle, » murmura-t-elle enfin, « nous ne sommes plus des enfants. Tu es devenu un homme d'affaires millionnaire, et moi, je suis restée la même petite fille de la Croix-Rousse. » Il se leva et s'approcha d'elle. « Non, Élodie, tu es devenue une femme extraordinaire, une femme qui sauve des vies, qui apporte de l'espoir aux enfants malades. Tu es devenue tout ce que j'espérais que tu deviendrais. » Elle ferma les yeux quand il tendit la main vers son visage, s'arrêtant juste avant de toucher sa joue. « Je dois y aller, » dit-il finalement. « Mais ce n'est pas fini entre nous, pas cette fois. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Au fait, Élodie, j'ai gardé toutes tes lettres. » Cette nuit-là, Élodie ne ferma pas l'œil. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond en repensant aux derniers mots de Gabrielle. « J'ai gardé toutes tes lettres. » Ces lettres d'enfant qu'elle lui écrivait après son départ, ces mots d'amour innocent griffonnés sur du papier à fleurs, ces promesses de ne jamais l'oublier. À 6 heures du matin, épuisée mais incapable de rester au lit, elle se leva et sortit de nouveau la vieille boîte en carton. Les souvenirs l'assaillirent avec une force décuplée. Voici la photo de leur dernière journée ensemble, au parc de la Tête d'Or. Gabrielle avait 11 ans, elle en avait 8. Il portait ce t-shirt rouge qu'elle adorait, et ses cheveux étaient encore plus foncés qu'aujourd'hui. « Élodie, je te promets que je reviendrai », lui avait-il dit ce jour-là, en gravant leurs initiales dans l'écorce du grand chêne près du lac. « Et quand je reviendrai, on se mariera comme les princes et les princesses des livres. » Elle avait ri, ses nattes dansant au soleil.
D'accord, mais tu dois me le promettre pour de vrai. Il avait craché dans sa paume et tendu sa main. Pacte de sang. Elle avait fait de même, et leurs mains s'étaient serrées, scellant cette promesse d'enfant qui lui paraissait alors plus solide que tous les contrats du monde. 2 ans plus tard, il était parti, et elle avait attendu, pendant des mois, des années même. Puis l'adolescence était arrivée, avec ses premiers émois, ses premiers chagrins, et Gabriel était devenu un doux souvenir, une mélodie d'enfance qui résonnait parfois dans son cœur les soirs de nostalgie. Mais aujourd'hui, il était là, vivant, réel, plus beau et troublant que jamais, et totalement inaccessible. À l'hôpital, l'atmosphère était électrique. Gabriel était revenu avec son équipe pour une semaine complète d'évaluation. Élodie l'apercevait dans les couloirs, toujours entourée de collaborateurs, toujours concentrée, professionnelle. Parfois, leurs regards se croisaient, et elle sentait cette même tension qu'autrefois, mais amplifiée par 20 années de séparation. « Tu es bizarre depuis quelques jours », lui fit remarquer Céleste, en l'observant préparer machinalement les médicaments. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« N'importe quoi », marmonna Élodie, mais sa voix manquait de conviction. « C'est à cause du nouveau patron, c'est ça? Je te comprends. Il est vraiment impressionnant. Et ce regard, on dirait qu'il cache 1000 secrets. Si seulement elle savait, pensa Élodie. L'après-midi, Gabriel vint de nouveau inspecter le service pédiatrique. Cette fois, il était accompagné d'un architecte et d'un ingénieur médical. Ils prirent des mesures, discutèrent d'aménagement, parlèrent de nouveaux équipements. Élodie les suivait à distance, inquiète malgré elle. « Mademoiselle Martin », l'interpella Gabriel d'une voix strictement professionnelle. « Pourriez-vous nous expliquer les besoins spécifiques de cette unité ?» Elle s'approcha, troublée par sa proximité. Il portait une eau de Cologne subtile qui lui rappelait étrangement l'odeur de l'herbe fraîche de leur enfance. « Eh bien, nos petits patients ont besoin avant tout de douceur et de chaleur humaine. Les équipements sont importants, bien sûr, mais ce qui compte le plus, c'est l'attention personnelle, le temps qu'on leur consacre. »« Le temps », répéta Gabriel en la regardant intensément. « Oui, le temps est précieux, surtout quand on l'a perdu. » L'architecte tout sauta discrètement. « Monsieur Lefebvre, si nous pouvions voir la salle de jeu ?» Gabriel détourna le regard, reprenant son masque professionnel. « Bien sûr. Mademoiselle Martin, guidez-nous. » Dans la salle de jeu, plusieurs enfants s'amusaient malgré leur perfusion et leur traitement. Emma était là, dessinant assise en tailleur sur un tapis coloré. En voyant Gabriel, elle bondit sur ses pieds. « Ah, monsieur Gabriel, regardez, j'ai fait un autre dessin. » Cette fois, le dessin représentait un château avec 2 silhouettes à la fenêtre. Gabriel s'accroupit à sa hauteur et Élodie fut frappée par la tendresse naturelle de ses gestes. « C'est magnifique, Emma. Qui sont ces 2 personnes? » « C'est vous et mademoiselle Élodie. Vous êtes le roi et la reine du château de la santé. » Gabriel leva les yeux vers Élodie, et dans ce regard, elle vit passer une émotion si intense qu'elle en eut le souffle coupé. L'espace d'un instant, le Gabriel d'aujourd'hui et celui d'autrefois se superposèrent parfaitement. « Emma, dit-elle d'une voix légèrement tremblante, va donc montrer tes dessins à Lucas. Il sera ravi. » Quand la petite fille s'éloigna en sautillant, Gabriel se redressa lentement. L'architecte et l'ingénieur discutaient des modifications possibles dans un coin de la salle, laissant Gabriel et Élodie seuls quelques instants. « Elle te ressemble », murmura-t-il si bas qu'elle seule pouvait l'entendre. « Comment ça? Cette façon de croire aux contes de fées. Tu étais comme ça, petite. Tu voyais de la magie partout. » Élodie sentit sa gorge se serrer. « J'ai grandi, Gabriel. » Vraiment. Il fit un pas vers elle. Moi, je crois que tu es restée la même petite fille qui me faisait des couronnes de fleurs et qui inventait des histoires de princesses. Cette petite fille est morte le jour où tu es partie sans te retourner. Les mots étaient sortis plus durement qu'elle ne l'aurait voulu. Gabriel accusa le coup. Ses traits se durcirent. Tu crois que c'était facile pour moi? Tu crois que j'avais le choix? J'avais 13 ans, Élodie. Mon père m'emmenait à Paris et ma mère était trop détruite par le divorce pour s'opposer à quoi que ce soit. Tu aurais pu écrire plus longtemps, tu aurais pu revenir. J'ai écrit, pendant des mois, et puis tes réponses se sont espacées, et j'ai compris que tu refaisais ta vie.
Alors, j'ai arrêté de t'écrire pour ne pas t'empêcher d'avancer. Élodie le fixa, stupéfaite. Mes réponses se sont espacées, mais Gabriel, j'ai attendu tes lettres pendant des années. La dernière que j'ai reçue, c'était pour mes 12 ans. Après, plus rien. Un silence pesant s'installa entre eux. Gabriel fronça les sourcils, visiblement perturbé. Mais j'ai continué à t'écrire jusqu'à mes 16 ans, à l'ancienne adresse, chez ta grand-mère rue des Capucins. Le cœur d'Élodie manqua un battement. Gabriel, grand-mère et moi avons déménagé quand j'ai eu 12 ans. L'appartement était trop petit et elle voulait se rapprocher du centre-ville. Nous nous sommes installés rue Mercière. Gabriel pâlit. Mon Dieu, toutes ces lettres, elles ne t'ont jamais été remises. Et moi qui pensais que tu m'avais oublié, t'oublier. Il secoua la tête avec véhémence. Élodie, pas un seul jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi. Pas un seul jour. L'émotion était si palpable entre eux que l'air semblait vibrer. Gabriel tendit instinctivement la main vers elle, mais à ce moment-là, l'architecte les interpella. « Monsieur Lefebvre, nous avons terminé les relevés. » Gabriel laissa retomber sa main, reprenant instantanément son masque professionnel. « Parfait. Allons voir le service de cardiologie. » Mais avant de sortir de la salle, il se retourna vers Élodie. « Ce soir, 20 heures, parc de la Tête d'Or, près du Grand Chêne, si tu veux comprendre ce qui s'est vraiment passé. » 20 heures approchaient, et Élodie se tenait devant sa garde-robe, paralysée par l'indécision. Que porter pour retrouver l'amour de sa jeunesse? Comment s'habiller pour affronter 20 ans de malentendus et de douleurs? Finalement, elle choisit une robe simple en coton bleu ciel, la même couleur que celle qu'elle portait sur leur dernière photo ensemble. Le trajet vers le parc de la Tête d'Or lui sembla à la fois interminable et trop court. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Que lui dirait Gabriel? Que lui révélerait-il? Et surtout, aurait-elle le courage d'écouter ses explications sans s'effondrer? Le parc baignait dans la douce lumière dorée du crépuscule lyonnais. Les familles rentraient chez elles, les joggeurs ralentissaient leur course, et seuls quelques couples d'amoureux profitaient encore de la tiédeur de cette soirée de mai. Élodie se dirigea vers le Grand Chêne, leurs pas la guidant instinctivement vers ce lieu chargé de souvenirs. Il était déjà là. Gabriel se tenait debout près de l'arbre centenaire, une mallette en cuir à ses pieds. Il avait troqué son costume d'homme d'affaires contre un jean et une chemise blanche ouverte au col. Ainsi vêtu, il ressemblait davantage au garçon qu'elle avait aimé, et cette ressemblance lui serra le cœur. « Tu es venu, » dit-il simplement quand elle s'approcha. « J'ai besoin de savoir, Gabriel, j'ai besoin de comprendre. » Il se pencha et ramassa la mallette. « Alors, assieds-toi, ce que j'ai à te montrer va prendre du temps. » Ils s'installèrent sur l'herbe tendre, à l'ombre du chêne géant. Gabriel ouvrit la mallette, et Élodie étouffa un cri de surprise. À l'intérieur, soigneusement rangées et classées par date, se trouvaient des dizaines de lettres. Ces lettres, celles qu'elle lui avait écrites enfant, mais aussi d'autres lettres, dans une écriture qu'elle ne connaissait pas. « Voici toutes les lettres que tu m'as envoyées, » dit Gabriel en sortant délicatement une première pile. « De mes 13 ans à tes 12 ans. Et voici, » il prit une seconde pile, beaucoup plus épaisse, « toutes les lettres que je t'ai écrites et que tu n'as jamais reçues. » Élodie prit la première lettre de cette seconde pile. L'enveloppe était adressée à Mademoiselle Élodie Martin, rue des Capucins, Lyon, et portait un cachet de la poste daté de ses 13 ans. Une lettre qui ne lui était jamais parvenue. « Comment les as-tu récupérées ? Je suis retourné voir l'ancien propriétaire de l'appartement de ta grand-mère il y a 5 ans. Il les avait gardées dans une boîte, ne sachant qu'en faire. Il me les a toutes données quand je lui ai expliqué qui j'étais. » Élodie ouvrit la lettre avec des mains tremblantes. L'écriture était celle d'un adolescent, mais le message était d'une maturité touchante. « Ma chère Élodie, cela fait 6 mois que je suis à Paris, et je pense à toi chaque jour. Papa dit que je dois tourner la page et me faire de nouveaux amis. Mais comment tourner la page quand tu es le plus beau chapitre de ma vie? Je t'ai promis de revenir, et je tiendrai cette promesse. En attendant, je travaille dur au lycée pour devenir quelqu'un d'important. Quelqu'un qui pourra prendre soin de toi comme tu le mérites. Je t'aime, Élodie. Je t'aimerai toujours. Gabriel PS.
J'ai trouvé un chêne dans le bois de Boulogne qui ressemble au nôtre. J'y vais parfois pour me sentir plus près de toi. Les larmes d'Élodie tombèrent sur le papier jauni. Gabriel. Continue, dit-il doucement. Lis les autres. Elle prit une lettre datée de ses 15 ans. Ma très chère Élodie, j'ai 16 ans aujourd'hui et mon plus grand souhait reste le même, te retrouver. J'ai commencé des études d'ingénieur, spécialisé dans les technologies médicales. Tu te souviens comme nous étions fascinés par les médecins quand nous jouions au docteur? Eh bien, je veux créer des machines qui sauveront des vies, comme toi tu sauveras des vies avec ta bonté. Mes parents ont divorcé officiellement le mois dernier. Maman pleure beaucoup, mais elle dit qu'elle est fière de l'homme que je deviens. J'espère que toi aussi tu serais fier de moi. Je compte les jours jusqu'à notre retrouvaille. Ton Gabriel pour toujours. Tu voulais devenir ingénieur médical à cause de nos jeux d'enfants? Gabriel hocha la tête, ému. Tout ce que j'ai fait, Élodie, je l'ai fait en pensant à toi. Mes études, ma carrière, ma fortune. Je voulais devenir quelqu'un de digne de toi. Élodie continua à lire, découvrant l'évolution d'un adolescent qui grandissait loin d'elle, mais qui ne l'oubliait jamais. Les lettres racontaient ses années d'études, ses premiers succès professionnels, ses doutes, ses espoirs. À 18 ans, Gabriel écrivait « Ma chère Élodie, je viens d'être accepté dans une grande école d'ingénieurs. Dans quelques années, j'aurai les moyens de revenir à Lyon en héros, et je pourrai te demander ta main, comme dans les contes de fées que tu aimais tant. Seras-tu encore là à m'attendre ? J'espère que tu n'as pas oublié notre pacte sous le chêne. Moi, je m'en souviens chaque jour. Puis, à 21 ans, Élodie, ma chérie, j'ai créé ma première entreprise. Elle s'appelle Lefebvre Innovation Médicale. Et notre premier produit est un système de surveillance pour les enfants hospitalisés. Tu ne devineras jamais d'où m'est venue cette inspiration. Te souviens-tu du petit Thomas à l'hôpital Édouard Herriot, quand nous avions 8 ans? Tu lui tenais la main pendant qu'il avait peur des machines. Ce jour-là, j'ai su que je voulais créer des machines moins effrayantes, plus humaines. J'ai maintenant les moyens de revenir à Lyon. Bientôt, ma chérie, très bientôt. Tu te souviens de Thomas? Murmura Élodie, bouleversée. Je me souviens de tout, Élodie, de chaque moment passé avec toi, de chaque promesse échangée. La dernière lettre était datée de 5 ans auparavant. Élodie, je suis devenu l'homme que je voulais être. J'ai une fortune considérable, des entreprises dans toute l'Europe, le respect de mes pairs. Mais tout cela ne vaut rien sans toi. Je reviens à Lyon. J'ai racheté l'hôpital Saint-Augustin où tu travailles. Oui, je sais où tu es, ce que tu fais, et je suis si fier de la femme extraordinaire que tu es devenue. Je ne sais pas si tu voudras encore de moi après toutes ces années, mais je dois essayer. Notre histoire ne peut pas se terminer sur un malentendu postal. Si tu lis cette lettre, c'est que nous nous sommes retrouvés. Si tu ne la lis pas, c'est que j'aurai échoué une fois de plus. Je t'aime depuis que j'ai 8 ans. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Gabriel. Élodie releva les yeux vers lui, le visage inondé de larmes. Pourquoi ne m'as-tu pas donné cette lettre dès le premier jour? Parce que j'avais peur. Peur que 20 ans aient tué ce qu'il y avait entre nous. Peur que tu ne ressentes plus rien pour moi. Gabriel tendit la main vers son visage, cette fois sans hésiter, et caressa doucement sa joue humide. Dis-moi, Élodie, dis-moi qu'il reste quelque chose. Elle ferma les yeux sous sa caresse. Gabriel, comment peux-tu en douter? J'ai vécu toute ma vie adulte avec ton fantôme. Aucun homme n'a jamais réussi à effacer le petit garçon qui me promettait les étoiles sous ce chêne. Alors, pourquoi pleures-tu? Elle rouvrit les yeux et plongea son regard dans le sien. Parce que nous avons perdu 20 ans. 20 ans d'amour, de bonheur, de vie ensemble, à cause d'un stupide malentendu. Gabriel l'attira doucement contre lui. Nous ne pouvons pas rattraper le passé, ma chérie, mais nous pouvons construire l'avenir, si tu le veux encore. Élodie se blottit contre son torse, respirant son odeur, redécouvrant la chaleur de ses bras. « J'ai si peur, Gabriel. Peur que ce ne soit qu'un rêve. Peur de me réveiller demain et de découvrir que tu es reparti. » Il resserra son étreinte. « Je ne partirai plus jamais, Élodie. Plus jamais. » Autour d'eux, la nuit tombait doucement sur Lyon, enveloppant les deux amoureux retrouvés dans sa tendresse complice. Le lendemain matin,
Élodie se réveilla avec une sensation étrange de légèreté. Pour la première fois depuis des années, elle avait dormi sans rêver de Gabriel, car Gabriel n'était plus un rêve, il était redevenu réalité. Elle porta instinctivement sa main à sa joue, là où il l'avait caressée la veille, comme pour s'assurer que cette soirée magique avait bien eu lieu. À l'hôpital, l'atmosphère semblait différente. Les couloirs paraissaient plus lumineux, les sourires des collègues plus chaleureux, et même le café de la cafétéria avait meilleur goût. Céleste la rejoignit pour le petit déjeuner, l'observant avec curiosité. « Tu rayonnes ce matin. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air, comment dire, épanoui. » Élodie rougit légèrement. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Allons donc. Je te connais depuis 8 ans, Élodie Martin. Tu as ce petit sourire secret que tu avais quand tu me parlais de ton mystérieux amour d'enfance. » Céleste écarquilla soudain les yeux. « Mon Dieu, ne me dis pas que... »« Oh non, que quoi? Gabriel Lefebvre, c'est lui, n'est-ce pas, ton fameux Gabriel ?» Élodie faillit s'étouffer avec son café. « Chut, pas si fort. »« Alors c'est vrai ?» Céleste battit des mains, excitée comme une collégienne. « Je le savais, cette façon qu'il a de te regarder comme s'il te connaissait depuis toujours. Et toi, tu deviens toute rouge dès qu'il apparaît. Céleste, je t'en prie, c'est compliqué. » Compliqué? L'homme le plus séduisant de Lyon, milliardaire de surcroît, qui rachète un hôpital entier pour retrouver son amour de jeunesse? Si c'est ça la complication, alors j'aimerais bien avoir tes problèmes. Avant qu'Élodie puisse répondre, une voix familière interrompit leur conversation. « Mesdames, bonjour. » Gabriel venait d'entrer dans la cafétéria, accompagné de son équipe. Il portait un costume anthracite qui mettait en valeur ses yeux noisettes et ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par le vent matinal. Son regard chercha immédiatement celui d'Élodie, et quand leurs yeux se croisèrent, un sourire tendre illumina son visage. « Mademoiselle Martin », dit-il d'un ton professionnel, mais avec une chaleur dans la voix qui n'échappa pas à Céleste, « pourriez-vous m'accorder quelques minutes ? J'aimerais discuter avec vous des nouveaux protocoles pour le service pédiatrique. » « Bien sûr, monsieur Lefebvre. » Céleste leur lança un regard complice. « Je vous laisse. J'ai, des patients à voir. » Gabriel attendit qu'ils soient seuls à leur table pour baisser la voix. « Comment vas-tu ce matin? As-tu bien dormi? »« Oui, très bien. Et toi? » « J'ai passé la nuit à relire toutes tes lettres d'enfant. » Il sourit avec tendresse. « Tu avais une si jolie écriture. Et ces petits cœurs que tu dessinais à la place des points sur les i. » Élodie rougit. « J'étais une petite fille très sentimentale. Tu l'es toujours. Heureusement. » Gabriel se pencha légèrement vers elle. « Élodie, je sais que nous devons aller doucement. 20 ans, c'est long. Nous ne nous connaissons plus vraiment. Que proposes-tu? Que nous apprenions à nous redécouvrir, comme deux adultes qui s'intéressent l'un à l'autre. » Ses yeux pétillèrent. « Accepterais-tu de dîner avec moi ce soir? Un vrai rendez-vous cette fois. » Le cœur d'Élodie s'emballa. « Oui, j'aimerais beaucoup. Parfait. Je passe te chercher à 19h. D'accord. Mais Gabriel... » Elle hésita. « Les gens de l'hôpital commencent à jaser. Il faudrait peut-être être discret. » Gabriel fronça les sourcils. « Tu as honte de moi? » ?»« Non. Bien sûr que non. Mais tu es le propriétaire de l'hôpital et moi, toi, tu es la femme que j'aime depuis que j'ai 8 ans. » Il prit sa main sous la table. « Je me fiche des ragots, Élodie. Mais si tu préfères attendre, je respecterai ton choix. Merci. Laissons-nous juste le temps de nous habituer à cette situation. » Le reste de la matinée passa dans un état de douce euphorie pour Élodie. Elle flottait entre ses tâches, souriait sans raison aux patients, et même le petit Thomas, habituellement si grognon, lui demanda pourquoi elle était si joyeuse. « Parce que c'est un beau jour, mon chéri. Tous les jours sont beaux avec vous, mademoiselle Élodie. » Vers midi, Gabriel revint dans le service, cette fois seul. Il se dirigea directement vers elle. « Élodie, il faut que je te parle, en privé. » « C'est important. » Son ton sérieux l'inquiéta. « Quelque chose ne va pas? Dans ton bureau, s'il te plaît. » Une fois la porte refermée, Gabriel se passa une main dans les cheveux, signe qu'elle reconnaissait comme révélateur de son anxiété. « Gabriel, tu m'inquiètes. Mon équipe a terminé l'évaluation financière de l'hôpital. » Il la regarda gravement. « C'est pire que ce que nous pensions, Élodie. Beaucoup plus grave. » « Comment ça? »
L'hôpital est au bord de la faillite. Les dettes s'accumulent depuis des années, les équipements sont vétustes et le déficit se creuse chaque mois. Gabriel s'assit lourdement. Pour le sauver, il va falloir faire des choix difficiles, très difficiles. Élodie sentit une boule se former dans son estomac. Quel genre de choix? Des fermetures de services, des licenciements, une restructuration complète. Il leva les yeux vers elle et elle y lut une immense tristesse. Le service de soins palliatifs pédiatriques. Il n'est pas rentable, Élodie. Du point de vue économique, c'est le premier qui devrait fermer. Quoi? Élodie se leva d'un bond. Tu ne peux pas faire ça. Ces enfants ont besoin de nous. Emma, Lucas, Thomas, ils n'ont que nous. Tu crois que c'est facile pour moi? Gabriel se leva à son tour, visiblement bouleversé. Tu crois que j'ai envie de fermer le service où travaille la femme que j'aime? Mais je ne peux pas laisser mes sentiments personnels compromettre la survie de tout l'hôpital. Tes sentiments personnels? Élodie le fixa avec incrédulité. Il s'agit de la vie d'enfant malade, Gabriel, pas de sentiments. Élodie, sois raisonnable. Si l'hôpital ferme complètement, tous les services fermeront. Si je sauve l'hôpital en sacrifiant un service, je sauve tous les autres. C'est de la pure logique économique. Logique économique. Elle était maintenant furieuse. Voilà bien le langage de l'homme d'affaires que tu es devenu. Où est passé le petit garçon qui voulait sauver des vies? Gabriel encaissa le coup, les traits tendus. Ce petit garçon a grandi, Élodie. Il a appris que les bonnes intentions ne suffisent pas, qu'il faut parfois faire des choix cruels pour servir le plus grand nombre. Et tu espères que je vais accepter ça? Que je vais fermer les yeux pendant que tu détruis le travail de ma vie? Je ne détruis rien. J'essaie de sauver ce qui peut l'être, en sacrifiant les plus faibles, les enfants qui n'ont personne d'autre. Élodie s'approcha de lui, les yeux brillants de colère et de larmes. Si tu fais ça, Gabriel, tu ne seras plus l'homme que j'ai aimé. Tu seras juste un businessman comme les autres. Le silence qui suivit fut lourd de tension et de douleur. Gabriel la regardait, déchiré entre ses responsabilités d'entrepreneur et ses sentiments pour elle. Élodie le défiait du regard, droite et fière malgré ses larmes. « J'ai jusqu'à vendredi pour prendre ma décision », dit-il finalement d'une voix sourde. « Les banques attendent mon plan de restructuration. Alors tu as jusqu'à vendredi pour choisir entre ton portefeuille et ton cœur. » Elle se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, elle se retourna. « Au fait, Gabriel, pour ce soir, j'ai changé d'avis. Je ne peux pas dîner avec quelqu'un qui s'apprête à briser des vies d'enfants. » La porte claqua derrière elle, laissant Gabriel seul avec le poids de ses responsabilités et la douleur de voir s'éloigner, une fois de plus, la femme qu'il aimait. Les jours suivants furent un cauchemar pour Élodie. La nouvelle de la possible fermeture du service de soins palliatifs pédiatriques s'était répandue comme une traînée de poudre dans l'hôpital. Les visages de ses collègues reflétaient l'inquiétude et la colère, mais personne n'osait vraiment s'opposer ouvertement à la décision du nouveau propriétaire. Personne, sauf Élodie. « Tu ne peux pas faire ça toute seule ?» lui dit Céleste en la voyant préparer des dossiers dans la salle de repos. « C'est David contre Goliath, et tu n'as même pas de fronde. »« J'ai quelque chose de plus puissant qu'une fronde, » répondit Élodie en brandissant une épaisse chemise. « J'ai la vérité, et les chiffres pour la prouver. » Elle avait passé les 2 dernières nuits à compiler des statistiques, à rassembler des témoignages, à démontrer par A plus B que le service de soins palliatifs pédiatriques n'était pas qu'un gouffre financier, mais un investissement dans l'humain qui avait des retombées considérables. « Regarde » dit-elle en étalant ses documents sur la table. « Nos petits patients restent en moyenne 2 mois de moins à l'hôpital que la moyenne nationale grâce à notre approche personnalisée. Ça représente des milliers d'euros d'économie par enfant, sans compter l'impact psychologique positif sur les familles, qui évitent des complications post-traumatiques coûteuses. » Céleste examina les chiffres avec admiration. « C'est impressionnant. Tu vas présenter ça à Gabriel, à Monsieur Lefebvre ?» Élodie serra les dents au prénom de Gabriel. Cela faisait 3 jours qu'elle l'évitait soigneusement, changeant de couloir quand elle l'apercevait, déléguant à d'autres les tâches qui l'auraient mise en contact avec lui. Il avait bien tenté de l'aborder à plusieurs reprises, mais elle s'était chaque fois dérobée. « Je ne lui présenterai rien du tout. Il a fait son choix. Moi, je vais me battre autrement. » « Comment ?» Élodie sourit.
un éclat déterminé dans le regard. En mobilisant ceux qui comptent vraiment, les familles, la communauté, les médias, son plan était audacieux et risqué. Elle contacta d'abord les parents des enfants hospitalisés, puis les anciens patients du service, leurs familles, les associations locales de soutien aux enfants malades. En 48 heures, elle avait constitué un véritable réseau de soutien. Le mercredi soir, elle organisa une réunion dans la salle communautaire de son quartier, rue Mercière. Une trentaine de personnes répondirent à son appel. Parents d'enfants hospitalisés, anciens patients devenus adultes, bénévoles, médecins retraités et même quelques journalistes alertés par le bouche à oreille. « Mesdames et messieurs », commença Élodie d'une voix ferme, « nous sommes ici ce soir parce que l'un des services les plus précieux de notre hôpital est menacé. Le service de soins palliatifs pédiatriques de Saint-Augustin va fermer vendredi si nous ne réagissons pas. » Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. « Je ne vous parle pas de chiffres ou de rentabilité, » continua Élodie. « Je vous parle d'Emma, 7 ans, qui dessine des arcs-en-ciel malgré sa leucémie, de Lucas, 5 ans, qui apprend l'alphabet en attendant sa greffe de cœur, de Thomas, qui a retrouvé le sourire grâce à nos soins. Ces enfants ne sont pas des statistiques, ce sont nos enfants. » Madame Durand, la mère d'Emma, se leva en larmes. « Ma fille doit sa joie de vivre à mademoiselle Martin et à son équipe. Sans eux, elle aurait déjà baissé les bras. Comment peut-on fermer un service pareil ? » « Pour des raisons financières, » répondit amèrement Élodie. « Le nouveau propriétaire, M. Gabriel Lefebvre, considère que notre service n'est pas assez rentable. » Un homme âgé, aux cheveux blancs, leva la main. « Pardonnez-moi, mais je connais M. Lefebvre de réputation. C'est un homme intègre qui a toujours fait preuve d'humanité dans ses entreprises. Êtes-vous certaine qu'il n'y a pas eu de malentendu ?» Élodie sentit son cœur se serrer. Même ici, même maintenant, Gabriel conservait une excellente réputation. « Monsieur, docteur Moreau, j'étais chef du service de pédiatrie à l'hôpital Édouard Herriot avant ma retraite. Docteur Moreau, j'ai personnellement discuté avec Monsieur Lefebvre. Sa décision est prise, sauf miracle financier. Alors créons ce miracle, s'exclama une jeune femme aux cheveux roux. Je suis Amélie Rousseau, journaliste à Lyon-Capitale. Cette histoire mérite d'être connue du grand public. » L'assemblée s'anima. Les idées fusèrent. Pétitions en ligne, manifestations devant l'hôpital, campagne de presse, appel aux dons, mobilisation des réseaux sociaux. En 2 heures, un véritable plan de bataille fut mis en place. « Je lance la pétition dès ce soir », déclara un jeune homme qui se présenta comme expert en communication digitale. « Avec les bons hashtags, ça peut faire le tour des réseaux en 24 heures. Et moi, je contacte mes confrères », ajouta Amélie Rousseau. Cette histoire a tout pour intéresser les médias régionaux et nationaux. En sortant de la réunion, Élodie se sentait à la fois exaltée et épuisée. Elle avait lancé une machine qu'elle ne maîtrisait plus complètement, mais elle n'avait pas le choix. Il fallait sauver son service, coûte que coûte. En rentrant chez elle, elle trouva Gabriel qui l'attendait devant sa porte. Il était appuyé contre le mur, les mains dans les poches, l'air fatigué. Quand il la vit arriver, il se redressa. « Élodie, il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire. Moi si. » Il lui barra gentiment le passage. « J'ai appris ce que tu organises. Cette campagne de mobilisation. Et alors? C'est mon droit. Bien sûr que c'est ton droit. » Gabriel soupira. « Mais tu ne mesures pas les conséquences de ce que tu fais. » « Quelles conséquences? Sauver des vies d'enfants? » « Élodie, si cette campagne tourne mal, si elle me discrédite publiquement, les banques pourraient retirer leur confiance. Et dans ce cas, » il la regarda gravement, « c'est tout l'hôpital qui coulera, tous les services, toutes les vies. » Élodie accusa le coup mais ne flancha pas. « C'est du chantage, Gabriel. C'est de la réalité économique. » Il fit un pas vers elle. « Élodie, je t'en prie, fais-moi confiance. Laisse-moi gérer cette situation à ma façon. » « Ta façon ?» Elle le défia du regard. « Tu veux dire sacrifier les faibles pour sauver ton image ? Je veux dire trouver une solution qui sauve tout le monde. Mais j'ai besoin de temps. Tu as eu 3 jours. Et tout ce que tu as trouvé, c'est de fermer notre service. » Gabriel sembla sur le point de dire quelque chose, puis se ravisa. « Je ne peux pas t'expliquer maintenant, mais fais-moi confiance.
comme autrefois. Autrefois, tu étais un enfant qui croyait aux contes de fées. Aujourd'hui, tu es un homme d'affaires qui ne croit qu'aux comptes en banque. Le regard de Gabriel se durcit. Si c'est vraiment ce que tu penses de moi, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Il s'éloigna dans la nuit, laissant Élodie seule avec ses doutes. Pour la première fois depuis le début de cette bataille, elle se demanda si elle n'était pas en train de détruire définitivement leur chance de bonheur retrouvée. Mais le lendemain matin, quand elle vit Emma pleurer dans son lit d'hôpital parce qu'on lui avait dit qu'elle devrait peut-être changer de service, tous ses doutes s'évanouirent. La guerre était déclarée, et elle comptait bien la gagner. Le jeudi matin, Élodie découvrit l'ampleur de ce qu'elle avait déclenché. En arrivant à l'hôpital, elle trouva une foule de journalistes massés devant l'entrée principale. Des caméras de télévision, des photographes, des reporters avec leurs micros. Le petit hôpital Saint-Augustin était devenu en une nuit le centre de l'attention médiatique lyonnaise. Mademoiselle Martin, une journaliste se précipita vers elle. Ne pouvez-vous nous expliquer pourquoi Monsieur Lefebvre veut fermer le service qui s'occupe d'enfants mourants? Élodie tressaillit à la formulation brutale. Ce n'est pas exactement... Confirmez-vous que les profits passent avant la vie des enfants dans les nouveaux hôpitaux privés? Insista un autre reporter. Écoutez, ce n'est pas si simple. Mais déjà, les questions fusaient de toutes parts, déformant ses propos, dramatisant la situation. Élodie réalisa avec horreur que la machine médiatique était en train de transformer son combat légitime en lynchage public de Gabriel. Elle se fraya un chemin jusqu'à l'intérieur du bâtiment, le cœur serré. Dans les couloirs, l'atmosphère était tendue. Certains collègues la félicitaient discrètement, d'autres la regardaient avec inquiétude. Madame Dubois l'intercepta près de l'ascenseur. « Mademoiselle Martin, Monsieur Lefebvre souhaite vous voir. » Immédiatement, le bureau de direction avait été réaménagé depuis l'arrivée de Gabriel. Plus moderne, plus froid aussi. Il se tenait debout devant la baie vitrée, contemplant les journalistes massés en bas. Quand elle entra, il ne se retourna pas immédiatement. « Regarde ce que tu as fait », dit-il d'une voix sourde. Élodie s'approcha de la fenêtre. En bas, la manifestation improvisée avait grossi. Des parents d'enfants hospitalisés, des riverains, des militants associatifs, certains brandissèrent des pancartes. « Sauvez nos enfants ! L'hôpital n'est pas une entreprise. Lefebvre, profit sur le dos des malades. Ce n'est pas ce que je voulais, » murmura-t-elle. Gabriel se retourna enfin. Son visage était marqué par la fatigue et l'amertume. « Vraiment, qu'est-ce que tu voulais alors? Je voulais sauver mon service. Je voulais que tu comprennes. Ce que j'ai compris, c'est que la femme que j'aime préfère me détruire publiquement plutôt que de me faire confiance. » Sa voix était glaciale. « Félicitations, Élodie. Tu as réussi. » « Gabriel, sais-tu ce qui va se passer maintenant ?» Il s'assit lourdement dans son fauteuil. « Les banques vont paniquer. Ma réputation va en prendre un coup. Les autres établissements que je possède vont être impactés. Et au final, c'est tout l'hôpital Saint-Augustin qui va couler. Pas juste ton service, tout l'hôpital. » Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu exagères. Tu crois ça ?» Gabriel prit son téléphone et composa un numéro. « Jean-Claude, c'est Gabriel. »« Oui, j'ai vu les informations. »« Non, ce n'est pas contrôlé. »« Qu'est-ce que dit le conseil d'administration ?» Son visage se décomposa pendant qu'il écoutait. « Je vois. Oui, je comprends. Je vous rappelle. » Il raccrocha et leva des yeux désespérés vers Élodie. « La direction de mon groupe vient de me convoquer en urgence. Ils envisagent de me retirer la gestion de l'hôpital. »« Quoi ? Mais tu es le propriétaire. Je suis le PDG, Élodie. Mais j'ai des actionnaires, un conseil d'administration. Et en ce moment, ils considèrent que je suis devenu un risque pour l'image du groupe. » Élodie s'effondra dans un fauteuil. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as voulu me combattre sans connaître les règles du jeu. » Gabriel se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Tu sais ce qui va se passer si je suis évincé? Mon remplaçant n'aura aucun attachement sentimental pour cet hôpital. Il appliquera des mesures encore plus drastiques. Non seulement ton service fermera, mais la moitié des autres services aussi. » Le téléphone sonna de nouveau. Gabriel décrocha avec lassitude. « Oui? Quoi? Attendez, je descends. » Il raccrocha et regarda Élodie.
Les enfants de ton service sont descendus dans la cour avec leur perfusion pour soutenir la manifestation. Emma refuse de remonter tant qu'elle n'aura pas parlé aux journalistes. Élodie bondit sur ses pieds. Elle ne peut pas rester dehors dans son état. Ils descendirent ensemble dans la cour de l'hôpital. Le spectacle était à la fois touchant et déchirant. Une dizaine d'enfants en pyjama d'hôpital, certains en fauteuil roulant, d'autres avec leurs perches à perfusion, souriaient courageusement aux caméras. Emma, au centre du groupe, tenait une pancarte dessinée à la main. « Nous voulons rester avec mademoiselle Élodie !» Les journalistes s'en donnaient à cœur joie, filmant ces images qui feraient le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Élodie se précipita vers ses petits patients. « Emma, ma chérie, que fais-tu là? Tu vas attraper froid !»« Mademoiselle Élodie !» La petite fille lâcha sa pancarte et se jeta dans ses bras. « Les messieurs de la télé veulent nous interviewer. On va être célèbres, et comme ça, vous ne fermerez pas notre service. » Élodie sentit les larmes monter. Ses enfants, malgré leur maladie, se battaient pour elle, pour leur petit cocon de tendresse, et elle, par son imprudence, risquait de tout détruire. « Mademoiselle !» Un journaliste s'approcha, micro tendu. « Que ressentez-vous en voyant ces enfants manifester pour vous ?» Élodie regarda la caméra, puis Gabrielle, qui se tenait en retrait, le visage fermé. Elle prit une profonde inspiration. « Ce que je ressens ?» Sa voix tremblait légèrement. « Je ressens de la honte. » Le journaliste cligna des yeux, surpris. De la honte. Oui, honte d'avoir transformé ses enfants en enjeux médiatiques. Honte d'avoir utilisé leur souffrance pour servir ma cause. Elle serra Emma contre elle. Ces enfants ne devraient pas être là, dehors, à se battre pour les adultes. Ils devraient être dans leur lit, en sécurité, entourés de soins et d'amour. Un murmure parcourut l'assemblée. Le journaliste insista. « Mais vous vous battez pour sauver leur service. » « Je me bats mal. » Élodie leva les yeux vers Gabrielle. « J'accuse un homme de tous les maux sans connaître toute la vérité. J'ai transformé un problème complexe en guerre de tranchées. Et au final, ce sont ces enfants qui en pâtissent. » Elle prit Emma dans ses bras. « Allez, ma chérie, on remonte. Vous aussi, les enfants. Cette manifestation est terminée. » « Mais mademoiselle Élodie... » « Il n'y a pas de mais, Emma. Les petites filles courageuses obéissent à leur infirmière préférée. » Lentement, avec l'aide des autres infirmières alertées, ils remontèrent les enfants dans leur chambre. Élodie sentait le regard de Gabrielle dans son dos, mais elle n'osait pas se retourner. Une fois les enfants couchés et rassurés, elle redescendit dans la cour. La foule commençait à se disperser, déçue par ce dénouement inattendu. Gabrielle l'attendait, seule. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il doucement. « Parce que j'ai réalisé que j'étais en train de détruire tout ce que j'aime. L'hôpital, les enfants. » Elle leva les yeux vers lui. « Et toi, Élodie ?»« Non, laisse-moi parler. » Elle prit une profonde inspiration. « Tu avais raison. Je me suis battue sans connaître toutes les données. J'ai voulu te combattre au lieu d'essayer de comprendre. » Elle s'approcha de lui. « Gabrielle, dis-moi la vérité. Toute la vérité. Sur les finances de l'hôpital, sur les choix que tu dois faire. Fais-moi confiance, cette fois. » Gabrielle la regarda longuement, comme s'il jaugeait sa sincérité. Puis, lentement, il hocha la tête. « D'accord, mais pas ici. Ce soir, chez moi. Je te montrerai tous les dossiers, tous les chiffres. Tu comprendras dans quelle situation impossible je me trouve. J'y serai. » Il s'éloigna, puis se retourna une dernière fois. « Élodie, merci pour ce que tu viens de faire. Tu as peut-être sauvé l'hôpital. » L'appartement de Gabrielle dans le quartier de Presqu'île était à l'image de l'homme qu'il était devenu, élégant, moderne, mais étrangement impersonnel. Élodie observa le salon aux lignes épurées, les œuvres d'art contemporain aux murs, la vue imprenable sur la Saône. Tout respirait la réussite, mais quelque chose manquait, une âme, une chaleur humaine. « C'est beau chez toi », dit-elle poliment en acceptant le verre de vin qu'il lui tendait. « C'est vide surtout. » Gabrielle s'installa en face d'elle, une pile de dossiers sur la table basse qui les séparait. « J'ai acheté cet appartement il y a 3 ans, mais je n'ai jamais pris le temps de vraiment m'y installer. Tu voyages beaucoup ? » ?»« Tout le temps. New York, Londres, Singapour. » Il haussa les épaules. « La fuite en avant permanente.
jusqu'à ce que je décide de rentrer à Lyon. Pour moi, Gabriel la regarda intensément. Pour toi, pour me retrouver, pour redevenir celui que j'étais avant de me perdre dans cette course au succès. Il ouvrit le premier dossier. Mais avant de parler de nous, il faut que tu comprennes dans quel pétrin nous sommes. Les 2 heures qui suivirent furent un véritable cours d'économie hospitalière. Gabriel lui expliqua avec patience et précision la situation financière désastreuse de Saint-Augustin. Les chiffres étaient implacables, déficit chronique depuis 5 ans, équipements obsolètes, personnel en sureffectif, remboursement de la sécurité sociale insuffisant. Quand j'ai racheté l'hôpital, expliqua Gabriel, je savais qu'il était en difficulté, mais j'ignorais à quel point. Les anciens propriétaires avaient maquillé les comptes. Élodie étudiait les bilans comptables avec une attention soutenue. Mais alors, pourquoi l'avoir acheté ? Tu aurais pu choisir un établissement rentable ? Gabriel hésita, puis sortit un dossier particulier. Parce que j'ai fait une enquête sur toi avant l'achat. Je savais que tu y travaillais, dans quel service, avec quel patient. Il ouvrit le dossier et en sortit des photos. Je connaissais Emma, Lucas, Thomas, tous tes petits protégés. Élodie découvrit avec stupéfaction des photos de surveillance de l'hôpital, des rapports détaillés sur l'organisation du service pédiatrique, même des témoignages de parents d'enfants hospitalisés sur son travail. Tu m'as fait espionner, surveiller. Gabriel se passa une main dans les cheveux. Je sais que c'est mal, mais j'avais besoin de savoir qui tu étais devenue, si tu étais heureuse, si tu avais quelqu'un dans ta vie. Et qu'as-tu découvert ? Que tu étais encore plus extraordinaire que l'enfant dont je me souvenais. Ses yeux se voilèrent d'émotion. Ces rapports parlent d'une femme qui reste auprès des enfants mourants la nuit, qui paie parfois de sa poche les médicaments qu'ils ne peuvent pas s'offrir, qui invente des histoires pour les faire sourire malgré la douleur. Élodie rougit. C'est mon travail. Non, Élodie, c'est ta nature. Il referma le dossier. Quand j'ai lu ça, j'ai su que je devais acheter cet hôpital. Peu importe le prix, les difficultés financières. Tu étais là et c'était tout ce qui comptait. Mais si les comptes sont si catastrophiques, comment espères-tu sauver l'hôpital ? Gabriel se leva et se dirigea vers son bureau. Il en revint avec un autre dossier, beaucoup plus épais. Voici mon plan de sauvetage réel. Il l'ouvrit devant elle. Celui que je ne peux pas présenter officiellement aux banques. Élodie découvrit un projet ambitieux. Rénovation complète de l'établissement. Acquisition d'équipements de pointe, recrutement de spécialistes, développement de nouveaux services. Et au cœur du projet, la création d'un centre d'excellence en soins palliatifs pédiatriques. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Ce projet coûterait des millions d'euros. 15 millions exactement. Gabriel s'assit à côté d'elle. Mon investissement personnel. Ton investissement... Élodie, je suis prêt à mettre 15 millions de ma fortune personnelle pour sauver cet hôpital. Et pas seulement le sauver, le transformer en référence européenne. Ton service ne fermera pas. Au contraire, il deviendra le plus moderne de France. Élodie le fixa abasourdi. Mais pourquoi ne peux-tu pas le dire officiellement ? Parce que mes actionnaires et mon conseil d'administration ne comprendraient pas qu'un PDG investisse autant d'argent personnel dans un projet qui ne sera jamais rentable. Ils y verraient une décision irrationnelle, guidée par l'émotion plutôt que par la logique économique, ce qui est le cas. Gabriel sourit tristement. Exactement. Je suis en train de commettre la plus belle folie financière de ma vie, par amour pour une femme qui refuse de me faire confiance. Le silence qui suivit fut lourd de révélations et d'émotions. Élodie contemplait les plans du futur service, les équipements prévus, les aménagements pensés pour le bien-être des enfants. Tout était parfait, trop parfait. Gabriel, sa voix était à peine un murmure. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Parce que j'avais peur. Il prit sa main avec précaution. Peur que tu crois que j'essaie de t'acheter avec mon argent. Peur que tu refuses cette aide par orgueil. Peur que tu penses que je fais ça uniquement pour te séduire. Et ce n'est pas le cas ? Gabriel resserra sa prise sur sa main. Si, bien sûr que c'est pour te séduire, mais pas seulement. Il la regarda avec une intensité bouleversante. C'est aussi parce que ton combat est juste, parce que ces enfants méritent le meilleur, parce que ton travail est admirable et qu'il faut le soutenir, et parce que... Il hésita. Parce que...
Parce que je veux me racheter. Toutes ces années où j'ai couru après l'argent et le pouvoir, j'ai oublié l'essentiel. Toi, tu ne l'as jamais oublié. Tu m'aides à redevenir l'homme que je veux être. Élodie sentit les larmes monter. Mais les banques, ton conseil d'administration, si tu investis ton argent personnel, j'ai trouvé une solution. Gabriel sortit un dernier document. Je monte un fonds de dotation privée officiellement destiné à soutenir la recherche médicale pédiatrique. Ce fonds donnera l'argent nécessaire à l'hôpital pour sa modernisation. Légalement, c'est irréprochable. Moralement, c'est discutable. Discutable comment? Parce que je détourne en quelque sorte mes obligations envers mes actionnaires. Cet argent, je devrais normalement le réinvestir dans mes entreprises pour maximiser les profits. Au lieu de ça, je le donne à un hôpital public. Élodie réalisa soudain l'ampleur du sacrifice que Gabriel était prêt à consentir. Tu pourrais avoir des problèmes? Si ça se sait, je serais probablement évincé de la direction de mon groupe. Mes actionnaires n'apprécieraient pas qu'un PDG privilégie sa conscience à leur portefeuille. Alors pourquoi prendre ce risque? Gabriel lâcha sa main et se leva. Il se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville qui scintillait dans la nuit. Tu te souviens de ce que nous nous disions, enfant, dans le parc de la Tête d'Or? Nous disions beaucoup de choses. Tu me disais que quand nous serions grands, nous sauverions le monde ensemble. Toi, en soignant les gens, moi, en inventant des machines pour t'aider. Il se retourna vers elle. J'ai inventé ces machines, Élodie. J'ai gagné plus d'argent que nous n'aurions pu l'imaginer. Mais je n'ai jamais eu l'impression de sauver le monde. Et maintenant? Maintenant, j'ai une chance de réaliser ce rêve d'enfant. Avec toi. Il s'approcha d'elle. Élodie, veux-tu m'aider à sauver notre petit coin de monde? Elle se leva à son tour, le cœur battant. Tu es sûr de ton choix? 15 millions d'euros, ce n'est pas rien. L'argent, ça se regagne. Les rêves d'enfance, non. Il tendit la main vers son visage, caressant délicatement sa joue. Et l'amour de sa vie, on ne le retrouve qu'une fois. Élodie ferma les yeux sous sa caresse. Gabriel, dis oui, ma chérie, dis oui à ce projet. Dis oui à nous. Quand elle rouvrit les yeux, il brillait de larmes et d'espoir mêlés. Oui, murmura-t-elle, oui à tout. Cette nuit-là, ni Gabriel ni Élodie n'avaient envie de se quitter. Après des heures passées à décortiquer les dossiers, à comprendre les enjeux, à imaginer l'avenir, ils se retrouvaient enfin face à face, sans masque, sans malentendu, sans colère entre eux. Élodie était levée contre Gabriel sur le canapé, la tête posée sur son épaule. Dehors, Lyon dormait paisiblement, mais eux veillaient, rattrapant 20 années de séparation en quelques heures de confidence. « Raconte-moi » murmura Élodie. « Raconte-moi ces années sans moi, les vraies, pas celles des journaux économiques. » Gabriel resserra son étreinte, respirant le parfum délicat de ses cheveux. « Les vraies années » il soupira. « Elles ont été longues, Élodie, si longues. » Il lui parla de son adolescence difficile à Paris, de ses parents qui se déchiraient malgré leur divorce, de sa solitude dans ce nouveau lycée où personne ne le connaissait. Il lui raconta ses nuits d'étudiant quand il travaillait jusqu'à l'épuisement pour oublier qu'elle lui manquait. « J'ai eu des petites amies, dit-il doucement. Je ne vais pas te mentir, mais aucune n'a jamais réussi à effacer ton souvenir. Même pas celle dont tu es tombé amoureux à 23 ans. » Gabriel se figea. « Comment sais-tu ? J'ai lu tous les articles sur toi depuis ton retour. » Élodie sourit tristement. Isabelle Moreau, fille d'un ministre, fiançailles officielles, rupture 3 mois avant le mariage. Tu as vraiment tout lu? Tout. Je voulais comprendre qui tu étais devenu. Elle leva les yeux vers lui. Alors, Isabelle? Gabriel ferma les yeux, se remémorant cette période douloureuse. Isabelle était tout ce que mes parents espéraient pour moi. Belle, cultivée, bien née, nous formions le couple parfait sur le papier. Que s'est-il passé? Un soir, 3 mois avant notre mariage, elle m'a trouvé dans mon bureau, en train de relire tes lettres d'enfant. Elle m'a demandé qui tu étais. Gabriel marqua une pause. Quand je lui ai expliqué, elle a compris qu'elle ne serait jamais qu'un pis-aller. Qu'une partie de mon cœur appartiendrait toujours à une petite fille de Lyon que je n'avais pas revue depuis 15 ans. Et elle est partie,
Non, elle a essayé de lutter. Elle a même proposé que nous emménagions à New York pour que je t'oublie définitivement. Gabriel caressa tendrement les cheveux d'Élodie. Mais comment oublier son premier amour, son seul amour? Alors c'est toi qui es parti? J'ai été honnête avec elle. Je lui ai dit que je ne pourrais jamais l'aimer comme elle le méritait, que ce ne serait pas juste pour elle d'épouser un homme dont le cœur était ailleurs. Élodie se redressa pour le regarder. Tu as sacrifié ton bonheur pour une gamme qui t'écrivait des lettres à l'encre violette? J'ai préservé mon bonheur pour la femme que cette gamine deviendrait un jour. Il sourit tendrement. Et j'avais raison. Tu es là. Ils restèrent silencieux un moment, chacun mesurant le poids des années d'attente, des sacrifices consentis, de l'amour préservé malgré la distance et le temps. Et toi? Demanda Gabriel. Tu as eu des histoires sérieuses? Élodie rougit légèrement. Quelques-unes, rien de durable. Pourquoi? Pour la même raison que toi. Elle posa sa main sur son cœur. Il y avait déjà quelqu'un ici. Un petit garçon aux yeux noisettes qui m'avait promis de revenir. Je suis désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Tu es revenu. C'est tout ce qui compte. Gabriel prit son visage entre ses mains. Élodie, je dois te dire quelque chose. Ces 15 millions, ce n'est pas seulement pour l'hôpital. C'est pour toi, pour nous. Pour la vie que nous aurions pu avoir ensemble si nous ne nous étions pas perdus. Gabriel, laisse-moi finir. Ses yeux brillaient d'une intensité bouleversante. Je sais que tu n'as pas besoin de mon argent pour être heureuse. Je sais que tu es une femme forte, indépendante, admirable. Mais j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de prouver que mes sentiments sont plus forts que mes intérêts. J'ai besoin de te montrer que tu es plus importante que ma carrière, que ma fortune, que ma réputation. Les larmes d'Élodie coulèrent doucement sur ses joues. Tu as déjà prouvé tout ça, en revenant, en m'attendant, en préservant notre amour malgré les années. Alors, épouse-moi. Le mot résonna dans le silence du salon comme une évidence longtemps attendue. Élodie le fixa, le souffle coupé. Quoi? Gabriel sourit, soudain redevenu le petit garçon espiègle d'autrefois. Tu as bien entendu. Épouse-moi, Élodie Martin. Deviens ma femme, officiellement, publiquement, pour toujours. Gabriel, nous venons à peine de nous retrouver. Nous nous connaissons depuis 21 ans. Il se leva et se dirigea vers son bureau. J'ai quelque chose pour toi. Il revint avec une petite boîte de velours bleu. Élodie reconnut immédiatement l'écrin. C'était exactement le même que celui qu'il avait dessiné dans une de ses lettres d'enfant, quand il rêvait de leur mariage futur. Tu n'as pas... Oh, si. Gabriel ouvrit la boîte, révélant une bague d'une beauté saisissante. Un solitaire en diamant, simple mais parfait, serti sur un anneau d'or blanc. Je l'ai acheté il y a 3 ans, quand j'ai décidé de te chercher. Je me suis dit que si je te retrouvais, si tu acceptais de me revoir, si par miracle tu ressentais encore quelque chose pour moi, elle est magnifique. Pas autant que toi. Gabriel mit un genou à terre, exactement comme dans les contes de fées qu'ils lisaient ensemble enfants. Et Élodie Martin, femme de ma vie, amour de ma jeunesse et de ma maturité, veux-tu m'épouser? Veux-tu construire avec moi la vie que nous avons toujours rêvée? Veux-tu m'aider à redevenir l'homme que j'étais quand je te promettais les étoiles sous notre chaîne? Le temps sembla suspendu. Dans ce salon moderne et impersonnel, c'était comme si 2 enfants échangeaient leurs promesses éternelles. Élodie voyait Gabriel à 8 ans, Gabriel à 13 ans, Gabriel adulte, tous superposés dans le même regard d'amour absolu. « Nous ne nous sommes même pas embrassés », murmura-t-elle. « Alors embrassons-nous, maintenant. » Gabriel se releva et s'approcha d'elle. Doucement, infiniment doucement, il posa ses lèvres sur les siennes. Ce baiser avait le goût de l'enfance retrouvée, de l'amour patient, du bonheur longtemps espéré. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient les yeux brillants d'émotion. « Alors » murmura Gabriel contre ses lèvres. « Ta réponse » Élodie sourit, de ce sourire radieux qui n'appartenait qu'à elle. « Oui, Gabriel Lefebvre. Oui, je veux t'épouser. Oui, je veux construire notre avenir ensemble. Et oui, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Il glissa la bague à son doigt. Elle s'ajustait parfaitement, comme si elle avait été créée pour elle. Peut-être était-ce le cas, finalement. Peut-être certaines choses étaient-elles écrites dans les étoiles depuis l'enfance.
Madame Lefebvre, murmura Gabriel en embrassant sa main baguée. J'aime la sonorité de ces mots. Moi aussi, avoua Élodie en admirant sa bague. Mais d'abord, nous avons un hôpital à sauver. Nous avons surtout une vie à construire. Gabriel la serra contre lui. Le reste suivra. Dehors, Lyon s'éveillait doucement aux premières lueurs de l'aube. Et dans ce salon où deux cœurs venaient de se retrouver après 20 ans d'attente, l'amour avait enfin vaincu le temps et la distance. Le vendredi matin arriva plus vite qu'il ne l'avait espéré. Élodie se réveilla dans les bras de Gabriel, sur le canapé où il s'était endormi au petit matin après des heures de conversation et de tendresse retrouvée. La lumière dorée du soleil lyonnais filtrait à travers les grandes baies vitrées, caressant le visage paisible de l'homme qu'elle aimait. Elle bougea délicatement pour ne pas le réveiller, admirant ses traits détendus. Le Gabriel businessman avait disparu. Il ne restait que l'homme qu'elle chérissait, vulnérable dans son sommeil. Sa bague de fiançailles scintillait à son doigt, réfléchissant les rayons du soleil, comme un petit arc-en-ciel de promesses. « Bonjour, ma future épouse », murmura Gabriel en ouvrant les yeux, un sourire tendre aux lèvres. « Bonjour, mon futur mari ». Les mots avaient encore un goût de miracle dans sa bouche, bien dormi, comme un bébé, pour la première fois depuis des années. Il se redressa et l'attira contre lui. « Et toi, pas de regret au réveil ?»« Aucun regret. » Elle posa un baiser léger sur ses lèvres. « Mais nous devons y aller. Aujourd'hui, c'est le jour J. » Gabriel consulta sa montre et grimaça. 8 heures, la réunion avec les banques est à 10 heures. Ils se préparèrent rapidement, retrouvant leur rôle professionnel tout en échangeant des regards complices. Élodie remit sa bague dans son écrin pour la journée. Ils avaient convenu d'attendre que la situation de l'hôpital soit réglée avant d'annoncer leurs fiançailles. À l'hôpital, l'atmosphère était tendue. Tout le personnel savait que ce vendredi marquerait l'avenir de leur établissement. Les couloirs bruissaient de chuchotements inquiets et même les patients semblaient ressentir l'électricité ambiante. Élodie croisa Céleste près de la cafétéria. Son amie la dévisagea avec curiosité. « Tu as une mine radieuse ce matin? Qu'est-ce qui t'arrive ?» « Rien de particulier, mentit Élodie, mais son sourire involontaire la trahissait. « Allons donc, tu rayonnes littéralement. » Céleste plissa les yeux. « Tu as passé la nuit avec lui, n'est-ce pas ?»« Céleste, je le savais. » Son ami battit des mains. « Alors, c'est du sérieux ?» Élodie hésita, puis céda. « Plus sérieux que tout ce que j'ai vécu dans ma vie. »« Mon Dieu, Élodie, tu es amoureuse, vraiment amoureuse. » Avant qu'Élodie puisse répondre, Madame Dubois apparut au bout du couloir, l'air préoccupé. « Mademoiselle Martin, Mademoiselle Rousseau, Monsieur Lefebvre demande que tout le personnel se réunisse dans l'amphithéâtre à 11 heures. Il fera une annonce importante concernant l'avenir de l'hôpital. » Le cœur d'Élodie fit un bond. « À 11 heures, mais la réunion avec les banques se termine à 10h30 normalement, » répondit Madame Dubois. Monsieur Lefebvre souhaite nous communiquer les résultats immédiatement. Élodie sentit l'angoisse la gagner. Et si quelque chose tournait mal? Et si les banques refusaient le plan de Gabriel? Et si son conseil d'administration découvrait ses intentions véritables? Le reste de la matinée passa dans un brouillard d'inquiétude. Élodie s'efforçait de maintenir sa routine habituelle auprès des enfants, mais son esprit était ailleurs. Emma, toujours perspicace, remarqua son trouble. « Mademoiselle Élodie, vous êtes inquiète pour notre service ? » « Un peu, ma chérie, mais ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Maman dit que Monsieur Gabriel est un gentil monsieur, qu'il ne nous fera pas de mal. » Élodie caressa tendrement les cheveux de la petite fille. « Ta maman a raison, Emma. Monsieur Gabriel est quelqu'un de bien. » À 10h30, Gabriel n'était toujours pas réapparu. Élodie faisait les 100 pas dans son bureau, imaginant tous les scénarios catastrophes possibles. Et si les banques avaient découvert son subterfuge? Et si elles refusaient de financer le projet? Et si... On frappa à sa porte. Gabriel entra, le visage grave mais déterminé. Il portait encore son costume de réunion, mais sa cravate était desserrée et ses cheveux légèrement ébouriffés. « Alors ?» demanda Élodie, le cœur battant. Gabriel ferma la porte derrière lui et s'approcha d'elle. Sans un mot, il la prit dans ses bras et l'embrassa passionnément. « C'est fait !»
murmura-t-il contre ses lèvres. Tout est signé. Élodie faillit s'effondrer de soulagement. Vraiment? Les banques ont accepté? Plus que ça. Elles sont enthousiastes. Le projet leur plaît énormément. Gabriel sourit, mais son expression restait tendue. Il ne reste plus qu'à l'annoncer au personnel. Tu sembles inquiet. Gabriel soupira. Parce que maintenant, les choses sérieuses commencent. Tout va changer, Élodie. Pour l'hôpital, pour nous, pour tout le monde. Es-tu prête? Avec toi, je suis prête à tout. À 11 heures précises, tout le personnel de l'hôpital Saint-Augustin était réuni dans l'amphithéâtre. L'ambiance était électrique, mélange d'espoir et d'appréhension. Élodie avait pris place au premier rang avec les autres responsables de service, le cœur battant d'émotion et d'amour. Gabriel monta à la tribune, imposant et déterminé. Il balaya l'assemblée du regard, s'attardant une seconde sur Élodie, qui lui adressa un sourire discret d'encouragement. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix claire et assurée, je vais être direct. Comme vous le savez tous, notre hôpital traverse une crise financière majeure. Cette crise nécessitait des décisions difficiles. » Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. « J'ai longuement réfléchi à ces décisions. J'ai étudié tous les scénarios possibles. Et j'ai pris la plus importante de ma vie. » Il marqua une pause théâtrale. L'hôpital Saint-Augustin ne fermera aucun service. Bien au contraire. Le silence fut total, puis explosa en exclamations de surprise et de soulagement. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'un investissement de 15 millions d'euros va être consacré à la modernisation complète de notre établissement. Nouveaux équipements, rénovation des locaux, recrutement de spécialistes. Les applaudissements éclatèrent spontanément. Élodie avait les larmes aux yeux, fière et émue de voir Gabriel réaliser leur rêve d'enfant. Le service de soins palliatifs pédiatriques, continua Gabriel en regardant directement Élodie, ne fermera pas. Il va devenir un centre d'excellence européen, dirigé par l'une des infirmières les plus remarquables que j'ai jamais rencontrées. Cette fois, ce fut un tonnerre d'applaudissements. Céleste serra la main d'Élodie, les yeux brillants de joie. Autour d'elle, tous les collègues souriaient, soulagés et heureux. Ce projet, reprit Gabriel quand le calme revint, n'est pas seulement un investissement financier. C'est un investissement dans l'humain, dans l'espoir, dans l'avenir, car un hôpital n'est pas une entreprise comme les autres. C'est un lieu où se joue l'essentiel, la vie, la santé, l'amour. Élodie sentit son cœur déborder d'amour. Gabriel parlait avec ses mots à elle, ses convictions, ses valeurs. Il était redevenu l'homme qu'elle aimait. « Les travaux commenceront dans 1 mois, conclut Gabriel. En attendant, je compte sur vous tous pour continuer à faire de cet hôpital un lieu d'exception. Merci. » L'ovation fut interminable. L'ovation fut. Debout, applaudissant son futur mari sous les regards ébahis de ses collègues, Élodie réalisa que leur histoire d'amour venait d'entrer dans sa phase la plus belle, celle où leur rêve devenait réalité. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'annonce triomphale de Gabriel, et l'hôpital Saint-Augustin vivait une véritable révolution. Les architectes se succédaient dans les couloirs, les ingénieurs prenaient des mesures, et l'enthousiasme du personnel était palpable. Mais pour Gabriel, ces 3 semaines avaient aussi apporté leur lot de complications. Ce matin-là, Élodie le trouva dans son bureau, penché sur une pile de documents juridiques, le visage grave. Elle referma doucement la porte derrière elle et s'approcha de lui. « Des problèmes !» Gabriel leva les yeux vers elle et elle fut frappée par la fatigue qui marquait ses traits. « Mon conseil d'administration convoque une assemblée générale extraordinaire pour lundi. » Élodie sentit son cœur se serrer. « Ils savent? Ils se doutent. » Gabriel se passa une main dans les cheveux. « L'annonce de mon investissement personnel a fait des vagues dans le milieu financier. Mes actionnaires s'inquiètent de voir leur PDG prendre des décisions irrationnelles. Que risques-tu? D'être destitué de mes fonctions. Mes actionnaires ont le droit de révoquer un dirigeant qui ne sert plus leurs intérêts. » Gabriel se leva et s'approcha de la fenêtre. « Si cela arrive, je perdrai le contrôle de toutes mes entreprises. » Élodie le rejoignit et prit sa main. « Et l'hôpital? L'hôpital sera sauvé. Le contrat est signé, l'argent transféré. Mais moi, il sourit amèrement. Moi, je redeviendrai Monsieur Tout-le-Monde. Tu regrettes?
Gabriel se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle lut une détermination qui la bouleversa. Jamais, même si je perds tout, je ne regretterai jamais d'avoir choisi l'amour plutôt que l'argent. Hein, Gabriel? Non, écoute-moi. Il prit son visage entre ses mains. J'ai passé 20 ans à courir après le succès, pensant qu'il me rendrait digne de toi. J'ai découvert que ce qui me rendait digne de toi, c'était de redevenir l'homme que j'étais avec toi. Un homme qui croit encore aux contes de fées. Élodie sentit les larmes monter. Je t'aime, Gabriel, riche ou pauvre, puissant ou simple citoyen. Je sais. Il déposa un baiser tendre sur son front. C'est pour ça que j'ai envie de leur annoncer. Leur annoncer quoi? Nos fiançailles. Gabriel sourit. J'en ai assez de cacher notre bonheur. Qu'ils sachent tous pourquoi j'ai fait ce choix. Qu'ils sachent que l'amour existe encore. Cet après-midi-là, main dans la main, ils se promenèrent dans les couloirs de l'hôpital. Élodie portait sa bague de fiançailles et Gabriel arborait un sourire radieux malgré les menaces qui pesaient sur sa carrière. Leur première visite fut pour le service pédiatrique. Emma les accueillit avec sa joie habituelle, mais ses yeux pétillants remarquèrent immédiatement quelque chose. « Mademoiselle Élodie, votre bague, elle est encore plus belle que dans mes dessins. »« Ma bague ?» Élodie échangea un regard amusé avec Gabriel. « Oui, la bague de princesse. Ça veut dire que vous allez vous marier avec Monsieur Gabriel ?» Les autres enfants du service se pressèrent autour d'eux, excités par la nouvelle. Lucas, du haut de ses 6 ans, déclara avec sérieux « Je le savais. Maman dit toujours que quand les gens se regardent comme vous le faites, c'est qu'ils vont se marier. » Thomas, habituellement si timide, tira sur la manche de Gabriel. « Monsieur Gabriel, est-ce que ça veut dire que mademoiselle Élodie va rester pour toujours ?» Gabriel s'agenouilla à la hauteur du petit garçon. « Oui, Thomas, pour toujours. » La nouvelle se répandit dans l'hôpital comme une traînée de poudre. Céleste fut la première à faire irruption dans le bureau d'Élodie, folle de joie. « Je le savais, je le savais !» Elle dansa littéralement dans la pièce. « Mon Dieu, Élodie, c'est le plus beau conte de fées que j'ai jamais vu. Céleste, calme-toi. » Me calmer. Tu plaisantes? Ma meilleure amie épouse un prince charmant millionnaire qui sauve notre hôpital par amour. Céleste s'arrêta soudain, fronçant les sourcils. « Attends, il est toujours millionnaire, n'est-ce pas ?» Élodie lui expliqua la situation avec le conseil d'administration, les risques que Gabriel prenait, l'assemblée générale de lundi. Céleste l'écouta avec attention, puis haussa les épaules. « Et alors, s'il perd sa fortune, vous serez juste un couple normal qui s'aime. C'est encore mieux, plus romantique. » Ce soir-là, Élodie et Gabriel dînèrent sur la terrasse de l'appartement, contemplant Lyon qui scintillait sous la lune. L'atmosphère était douce et tendre, mais aussi chargée d'une certaine mélancolie. « Tu sais ce qui me fait le plus peur ?» demanda Gabriel, en jouant avec les doigts d'Élodie. « Quoi? Que tu penses que je t'épouse pour me racheter une conduite? Que tu crois que je joue au bienfaiteur pour impressionner la femme que j'aime ?» Élodie posa sa main libre sur son cœur. « Gabriel, regarde-moi. » Quand leurs yeux se croisèrent, elle sourit avec une tendresse infinie. « Je te connais depuis que nous avons 8 ans. Je sais qui tu es vraiment. Ce que tu le fais par amour, par conviction, par bonté naturelle, pas par calcul. Comment peux-tu en être si sûr ? Parce que le petit garçon qui partageait ses billes avec les enfants plus pauvres de notre école est devenu l'homme qui investit sa fortune pour sauver des enfants malades. Tu n'as pas changé, Gabriel. Tu as juste retrouvé le chemin de ton cœur. » Gabriel serra sa main plus fort. « Et si je perds tout lundi? Alors nous recommencerons ensemble. » Élodie sourit malicieusement. « Tu as des diplômes d'ingénieur, non? Et moi, je suis une excellente infirmière. Nous ne mourrons pas de faim. Tu serais prête à vivre dans un petit appartement, à compter nos euros, à... » Gabriel, elle l'interrompit doucement. « J'ai grandi rue des Capucins avec ma grand-mère, qui gagnait 900 € par mois. J'ai été heureuse. Le bonheur n'a pas de prix, mon amour. » Gabriel se leva et la prit dans ses bras, la faisant tournoyer sous les étoiles lyonnaises. « Comment ai-je fait pour mériter une femme comme toi? Tu as eu la patience d'attendre. » Élodie l'embrassa tendrement. « Et tu as eu le courage de revenir. » Cette nuit-là, ils s'endormirent enlacés, sereins malgré l'incertitude de l'avenir. Dehors, Lyon veillait sur ses enfants retrouvés.
comme une marraine bienveillante protégeant leurs rêves d'amour. Lundi arriverait avec son cortège d'épreuves et de révélations. Mais quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble, forts de cet amour qui avait survécu à 20 années de séparation et qui survivrait à toutes les tempêtes à venir. Car certains amours sont éternels, et celui-ci en était la plus belle preuve. Le lundi matin, Gabriel se prépara avec le soin méticuleux d'un homme qui s'apprête à livrer la bataille la plus importante de sa vie. Dans son dressing, il choisit son costume le plus élégant, celui qu'il portait lors des grandes négociations. Mais ce matin, ce n'était pas pour impressionner ses adversaires, c'était pour honorer ses convictions. Élodie l'observait depuis le lit, admirant sa détermination malgré l'enjeu. « Tu es magnifique », murmura-t-elle. Gabriel se retourna vers elle, ajustant sa cravate. « J'ai l'impression d'aller à mon propre procès. Tu vas défendre la plus noble des causes, l'amour et la vie humaine. » Elle se leva et s'approcha de lui. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis fier de toi. » Élodie. Il prit ses mains dans les siennes. « Si les choses tournent mal, si je perds le contrôle de mes entreprises, nous nous construirons une nouvelle vie, ensemble. » Elle sourit avec cette assurance tranquille qui le bouleversait toujours. « Tu n'es pas que ton titre, Gabriel. Tu es l'homme que j'aime. » L'Assemblée générale extraordinaire se tenait dans les bureaux parisiens du groupe Lefebvre Innovation. Gabriel prit le TGV de 8 heures, laissant Élodie à Lyon avec la promesse de l'appeler dès que ce serait fini. Dans le train qui filait vers Paris, Gabriel repensa à son parcours, 20 ans de travail acharné, de sacrifices, de réussite construite pierre par pierre. Et aujourd'hui, il était prêt à tout risquer pour une petite fille aux nattes châtaines devenue femme, pour des enfants malades qu'il connaissait à peine, pour un idéal d'humanité qui avait ressurgi de son enfance. À Lyon, Élodie ne tenait pas en place. Elle avait demandé sa journée pour rester près de son téléphone, mais l'attente lui paraissait interminable. Céleste était venue la tenir compagnie dans son appartement de la rue Mercière. « Tu sais, » dit Céleste en sirotant son café, « même s'il perd ses entreprises, il sera toujours Gabriel, l'homme qui a racheté un hôpital pour retrouver son amour d'enfance. Je sais, mais lui aura du mal à l'accepter. Il s'est défini par sa réussite professionnelle pendant si longtemps. Alors tu l'aideras à se redécouvrir. C'est ça l'amour, non ?» À 11 heures, dans la salle de conférence du 16e arrondissement, Gabriel faisait face à 15 hommes et femmes en costume sombre. Le conseil d'administration de Lefebvre, innovation au grand complet, plus quelques actionnaires majoritaires. L'atmosphère était glaciale. « Monsieur Lefebvre, » commença Madame Barthélemy, la présidente du conseil, « nous sommes ici pour évaluer votre capacité à diriger ce groupe. Vos récentes décisions nous inquiètent. » « Lesquelles précisément ?» demanda Gabriel d'une voix calme. « L'investissement de 15 millions d'euros de vos fonds personnels dans un hôpital public déficitaire. Cette décision révèle un jugement, disons, altéré. » Monsieur Rousseau, le directeur financier, ouvrit un dossier. « Nous avons mené notre enquête, Gabriel. Cet investissement n'a aucune justification économique. Pire, nous savons maintenant pourquoi vous l'avez fait. » Gabriel sentit son cœur accélérer. « Ah oui ? Vous sortez avec une employée de cet hôpital, mademoiselle Élodie Martin, infirmière. » Madame Barthélemy fit claquer le dossier sur la table. « Vous avez compromis l'avenir financier de nos entreprises pour impressionner votre petite amie. » Un murmure réprobateur parcourut l'assemblée. Gabriel se leva lentement, imposant malgré les circonstances. « Vous vous trompez sur un point essentiel. Je ne sors pas avec mademoiselle Martin. » Il marqua une pause théâtrale. « Je vais l'épouser. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Gabriel continua. « Et oui, c'est en partie pour elle que j'ai investi ces 15 millions. Mais pas seulement. » Il commença à faire les 100 pas devant l'Assemblée, retrouvant l'éloquence qui avait fait sa réputation. « Depuis 20 ans, je dirige ce groupe avec une seule obsession, le profit. Nous avons gagné des milliards, c'est vrai. Mais qu'avons-nous construit? Qu'avons-nous apporté au monde? Nous avons créé de l'emploi, développé des technologies innovantes, protesta M. Durand. Des technologies que seuls les riches peuvent s'offrir,
Gabriel pivota vers lui. Nos équipements médicaux sont si chers que les hôpitaux publics ne peuvent pas les acheter. Nous soignons les riches et ignorons les pauvres. C'est le marché, Gabriel, soupira Madame Barthélemy. Nous ne sommes pas une œuvre de charité. Et pourquoi pas? Gabriel planta son regard dans le sien. Anna, pourquoi ne pourrions-nous pas être les deux, rentables, humains? Il retourna à sa place et sortit son téléphone. Je vais vous montrer quelque chose. Sur l'écran, il fit défiler des photos du service pédiatrique de Saint-Augustin. Emma avec ses dessins, Lucas et son sourire courageux, Thomas serrant son doudou. Puis, des vidéos de leur joie quand ils avaient appris que leur service ne fermerait pas. Voici où sont passés mes 15 millions, dans le sourire de ces enfants, dans l'espoir de leurs parents, dans le travail extraordinaire d'une équipe médicale qui se donne sans compter. Gabriel éteignit son téléphone. Si vous appelez ça un mauvais investissement, alors nous n'avons plus les mêmes valeurs. Monsieur Rousseau se racla la gorge. Gabriel, nous respectons vos sentiments, mais... Mes sentiments! Gabriel éclata d'un rire amer. Mes sentiments, ce serait de tout plaquer pour vivre une lune de miel éternelle avec la femme que j'aime. Ce que j'ai fait, c'est de la stratégie pure. L'Assemblée le regarda avec surprise. Gabriel sourit. Vous voulez que je vous explique? Dans 6 mois, quand les médias découvriront notre centre d'excellence en soins palliatifs pédiatriques, quand ils filmeront ces enfants souriants avec nos équipements révolutionnaires, savez-vous ce qui arrivera? Il se rassit calmement. Notre image de marque sera transformée. Nous ne serons plus la société qui vend cher aux riches, mais celle qui sauve des enfants. Nos contrats vont exploser. Les hôpitaux du monde entier voudront nos équipements. Les investisseurs éthiques vont se bousculer. Madame Barthélemy fronça les sourcils. Vous aviez tout planifié? Évidemment. Gabriel mentait effrontément, mais avec une conviction absolue. Mais 15 millions vont nous en rapporter 100 dans les 5 prochaines années. Et accessoirement, nous sauverons des vies. Win-win, comme vous dites. L'Assemblée échangea des regards perplexes. Monsieur Durand leva la main. Et si ça ne marche pas? Si cette stratégie échoue? Gabriel le regarda droit dans les yeux. Alors, vous aurez ma démission sur votre bureau dès demain matin, avec tous mes titres et mes parts. Un silence pesant s'installa. Puis, lentement, Madame Barthélemy hocha la tête. Très bien, Gabriel. Nous vous accordons 6 mois pour prouver la rentabilité de cette stratégie. Si les résultats ne suivent pas, je sais. Gabriel se leva et boutonna sa veste. Messieurs, dames, j'ai un train à prendre. Ma fiancée m'attend. Il sortit de la salle de conférence, la tête haute, le cœur battant. Il avait gagné du temps, rien de plus. Mais 6 mois, c'était suffisant pour faire ses preuves. Et surtout, c'était suffisant pour épouser Élodie et commencer leur vraie vie ensemble. Dans le TGV du retour, il composa le numéro d'Élodie. « Alors ?» demanda-t-elle avant même qu'il puisse parler. « Alors, nous avons 6 mois pour transformer l'essai, et accessoirement pour organiser le plus beau mariage de Lyon. » Le rire d'Élodie résonna dans le téléphone comme une promesse de bonheur. « Je t'aime, Gabriel Lefebvre. »« Moi aussi, future Madame Lefebvre. Moi aussi. » L'automne lyonnais déployait ses couleurs dorées sur la ville quand Élodie poussa les portes du nouveau service de soins palliatifs pédiatriques de l'hôpital Saint-Augustin. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'ultimatum du conseil d'administration et le miracle était en train de se réaliser. Le service avait été entièrement transformé. Les murs ternes d'autrefois avaient laissé place à des fresques colorées peintes par des artistes locaux. Chaque chambre était équipée des technologies les plus avancées, mais dissimulée avec tant d'art qu'elle semblait faire partie d'un décor de contes de fées. Des jardins thérapeutiques avaient été créés sur les terrasses où les enfants pouvaient jouer malgré leur traitement. « Mademoiselle Élodie !» Emma accourut vers elle, radieuse. À 8 ans maintenant, elle était en rémission complète depuis 3 mois. « Regardez ce que j'ai dessiné pour votre mariage !» Sur le papier, une mariée en blanc tenait la main d'un marié en costume, entouré de tous les enfants du service qui jetaient des pétales de fleurs. Au sommet du dessin, en lettres malhabiles mais pleines d'amour, pour Mademoiselle Élodie et Monsieur Gabriel, qui nous ont sauvés. Élodie sentit les larmes monter. « C'est magnifique, ma chérie. C'est pour samedi. »
Emma battit des mains. Maman dit qu'on pourra tous venir vous voir vous marier. Bien sûr, ma puce, vous serez nos invités d'honneur. Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon d'émotions et d'activités. Les travaux du service, les préparatifs du mariage, la montée en puissance médiatique du projet, et surtout, la vie quotidienne retrouvée avec Gabriel, car contre toute attente, le pari de Gabriel était en train de réussir. Le service pédiatrique rénové de Saint-Augustin faisait déjà parler de lui dans toute l'Europe. Des délégations médicales venaient visiter les installations, les médias multipliaient les reportages et les demandes d'équipement Lefebvre Innovation explosaient. Madame la directrice, la taquina Céleste en la rejoignant, car Élodie avait été promue directrice du nouveau centre d'excellence, reconnaissance de son expertise et de son dévouement. « Arrête !» rit Élodie. « Je ne suis pas encore habitué à ce titre. Il va falloir, surtout qu'après samedi, tu seras Madame la directrice Lefebvre. » Elles furent interrompues par l'arrivée de Gabriel, accompagné d'une équipe de journalistes de France 2. Il portait une blouse blanche par-dessus son costume et ses yeux pétillaient de fierté en découvrant le service en pleine activité. « Et voici le cœur de notre projet », expliquait-il aux journalistes. Dirigé par la meilleure spécialiste de France en soins palliatifs pédiatriques, Élodie Martin. La journaliste se tourna vers Élodie. « Mademoiselle Martin, comment vivez-vous cette transformation ? » « C'est un rêve qui devient réalité, » répondit Élodie avec sincérité. « Nous avons maintenant les moyens d'offrir aux enfants les soins les plus avancés dans un environnement chaleureux et humain. Et personnellement, car nous savons que vous allez épouser Monsieur Lefebvre samedi. » Élodie rougit légèrement, mais sourit avec bonheur. « Gabriel et moi partageons la même vision. La technologie doit servir l'humanité, pas l'inverse. Ce service en est la parfaite illustration. » Après le départ des journalistes, Gabriel et Élodie se retrouvèrent seuls dans le bureau directorial flambant neuf. Gabriel la prit dans ses bras, comme il aimait à le faire chaque jour depuis 6 mois. « Alors, ma directrice, prête pour samedi ?»« Plus que prête. » Elle sourit malicieusement. « Et toi, pas trop stressé à l'idée d'épouser une simple infirmière devant tout Lyon ? Une simple infirmière qui dirige maintenant le service pédiatrique le plus moderne d'Europe et qui va révolutionner les soins palliatifs en France ?» Gabriel la fit tourner dans ses bras. « J'ai plutôt l'impression d'épouser une super-héroïne. » Gabriel. Élodie redevint sérieuse. « Et ton conseil d'administration ? Les résultats les ont convaincus ? » « Complètement. » Gabriel sourit avec satisfaction. « Nos bénéfices ont augmenté de 40% ces 6 derniers mois. Les contrats affluent de partout. Madame Barthélemy m'a même proposé de développer le concept dans d'autres hôpitaux européens. Tu vois, j'avais raison de faire confiance à ton instinct. »« Notre instinct, » corrigea Gabriel, « car sans toi, sans ton expertise, sans ton âme, ce projet n'aurait jamais marché. » Le téléphone sonna, interrompant leur tendre moment. Gabriel décrocha avec un soupir. « Oui ? Quoi ? Hein ? Vous êtes sûr ? Non, non, c'est formidable. Merci de m'avoir prévenu. » Il raccrocha, les yeux brillants d'excitation. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Élodie. « Le ministère de la Santé. Notre service vient d'être sélectionné comme modèle pilote pour la réforme des hôpitaux publics français. Ils veulent reproduire notre concept dans 20 établissements l'année prochaine. » Élodie porta les mains à sa bouche, stupéfaite. « Tu es sérieux ? » ?»« Très sérieux. Et il propose que tu diriges l'équipe de consultants qui supervisera ces projets. » Gabriel la prit dans ses bras et la fit tournoyer. « Ma chérie, nous venons de gagner, pas seulement nous, mais tous les enfants de France. » Cette nuit-là, dans l'appartement qu'ils partageaient désormais quai de Saône, Élodie et Gabriel contemplaient Lyon depuis leur terrasse. Demain soir, ils seraient mariés. Dans 1 an, leurs idées auraient transformé l'hôpital public français. Et toute leur vie s'étendait devant eux, riche de promesses et d'amour. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux ?» murmura Gabriel en l'enlaçant par derrière. « Quoi ? C'est que nous avons tenu notre promesse d'enfant. Nous sauvons le monde ensemble, Élodie. » Elle se retourna dans ses bras, le visage radieux sous la lune lyonnaise. « Et nous ne faisons que commencer. J'ai une surprise pour toi, » dit Gabriel avec un sourire mystérieux. « Encore ?» Il sortit une enveloppe de sa poche. « Ouvre. »
À l'intérieur, Élodie découvrit 2 billets d'avion pour les Maldives et la réservation d'un resort paradisiaque. Notre lune de miel, expliqua Gabriel. 2 semaines, rien que nous deux, loin de tout. Gabriel, c'est merveilleux, mais... Elle montra l'hôpital qui brillait au loin. Je ne peux pas partir maintenant, avec tous ces projets. Gabriel éclata de rire. Ma chérie, tu es impossible. Même en lune de miel, tu penses au travail. C'est pour ça que tu m'aimes, répondit-elle avec malice. C'est pour ça et pour 1000 autres raisons. Il l'embrassa tendrement. Très bien, madame la directrice. 1 semaine aux Maldives, c'est tout. Après, nous reviendrons changer le monde. Marché conclu, monsieur le PDG. Enlacés sous les étoiles de Lyon, ils regardèrent leur ville dormir paisiblement. Demain, ils se marieraient dans l'église Saint-Nizier entourés de tous ceux qui avaient cru en leur amour. Après-demain, ils repartiraient main dans la main pour conquérir de nouveaux défis, car leur histoire ne faisait que commencer. L'amour d'enfance était devenu amour éternel, et ensemble, ils allaient continuer à prouver que les contes de fées existent vraiment, surtout quand ils sont écrits par des cœurs qui n'ont jamais cessé d'y croire. Le samedi 15 octobre, Lyon se réveilla sous un ciel d'automne d'une beauté parfaite. Les feuilles dorées dansaient dans une brise douce et le soleil caressait les toits de la vieille ville comme une bénédiction divine. C'était le jour du mariage d'Élodie et Gabriel. Dans l'appartement de la rue Mercière où elle avait vécu avec sa grand-mère, Élodie se préparait entourée de Céleste et de quelques amis. Elle avait choisi de passer ses dernières heures de célibataire dans ce lieu chargé de souvenirs, près de l'endroit où elle avait grandi, en rêvant de ce jour. « Tu es éblouissante », murmura Céleste, en arrangeant le voile de dentelle ancienne qui avait appartenu à la grand-mère d'Élodie. La robe était d'une simplicité parfaite, soie ivoire, coupe élégante, broderie discrète. Élodie l'avait choisie pour sa ressemblance avec celle des contes de fées qu'elle lisait enfant. À son cou, elle portait un médaillon contenant une photo d'elle et Gabriel à 8 ans, prise sous leur chaîne. « J'ai peur », avoua-t-elle soudain. « Peur ? Toi ?» Céleste éclata de rire. « La femme qui a tenu tête à un conseil d'administration et révolutionné l'hôpital public français a peur de se marier, peur que ce soit trop beau pour être vrai. Peur de me réveiller et de découvrir que j'ai tout rêvé. » Élodie, Céleste prit ses mains dans les siennes. « Regarde-moi, c'est réel. Gabriel t'attend dans cette église. Vos enfants du service sont là. Tout Lyon vous soutient. Ton conte de fées est en train de se réaliser. » Pendant ce temps, dans l'appartement du quai de Saône, Gabriel ajustait sa cravate avec l'aide de son témoin, Jean-Claude, son directeur financier devenu ami au fil des années. « Prêt, mon vieux ?» demanda Jean-Claude. « Prêt. » Gabriel sourit en contemplant Lyon par la fenêtre. « Jean-Claude, tu sais ce qui me rend le plus heureux. Quoi donc ? C'est que dans 1 heure, je ne serai plus Gabriel Lefebvre, PDG millionnaire. Je serai simplement le mari d'Élodie Martin, l'homme le plus chanceux de France. L'église Saint-Nizier, l'une des plus anciennes et des plus belles de Lyon, avait été décorée avec un goût exquis. Des roses blanches et des feuillages d'automne ornaient les piliers gothiques, et des bougies créaient une atmosphère féerique. Les bancs étaient combles, collègues de l'hôpital, amis d'enfance, personnalités lyonnaises, mais aussi et surtout les enfants du service pédiatrique. Emma, Lucas, Thomas et tous les autres occupaient les premiers rangs, vêtus de leurs plus beaux habits. Emma tenait un panier de pétales de rose, officiant comme petite demoiselle d'honneur. Lucas et Thomas portèrent les alliances sur de petits coussins de soie. Quand Gabriel apparut au bras de sa mère, un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. Il était magnifique dans son smoking sombre, mais ce qui frappait le plus, c'était son sourire radieux, ce bonheur pur qui illuminait tout son visage. « Maman !» murmura-t-il à Françoise Lefebvre, qui pleurait déjà d'émotion. « Merci d'avoir gardé toutes ces lettres. Mon chéri, elle en valait la peine. » Gabriel prit place devant l'autel, le cœur battant. Dans quelques minutes, Élodie franchirait ses portes, et leur histoire d'amour entrerait dans sa plus belle phase. L'orgue résonna soudain, emplissant la nef des premières notes de la marche nuptiale. Tous les invités se levèrent, et Gabriel sentit son souffle se couper.
Élodie apparut au seuil de l'église, au bras du docteur Moreau, qui avait accepté avec émotion de la conduire à l'autel. Dans sa robe de soie ivoire, avec son voile qui flottait derrière elle comme un nuage, elle ressemblait exactement à la princesse de leur rêve d'enfant. Mais plus que sa beauté, c'était son sourire qui touchait tous les cœurs, ce sourire de bonheur absolu, de femme qui réalise enfin le rêve de toute une vie. Gabriel ne put retenir ses larmes quand leurs regards se croisèrent. 21 ans après leur séparation, elle marchait vers lui pour ne plus jamais le quitter. « Elle est belle !» murmura Jean-Claude à côté de lui. « Elle est parfaite !» répondit Gabriel sans quitter Élodie des yeux. Quand le docteur Moreau lui remit la main d'Élodie, Gabriel la porta à ses lèvres avec une tendresse infinie. « Bonjour, ma princesse !» chuchota-t-il. « Bonjour, mon prince !» répondit-elle, les yeux brillants de larmes de joie. Le père Dubois, qui les avait préparés au mariage et connaissait leur histoire, commença la cérémonie d'une voix émue. « Mes chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Gabriel et Élodie, dont l'amour nous rappelle que les plus belles histoires sont celles qui traversent le temps et les épreuves. » Pendant qu'il parlait, Emma et les autres enfants regardèrent leur héros avec des yeux émerveillés. Pour eux, c'était vraiment un conte de fées qui se réalisait. « Gabriel, dit le prêtre, acceptez-vous de prendre Élodie pour épouse, de l'aimer dans le bonheur et les difficultés, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. » La voix de Gabriel résonna claire et ferme dans toute l'Église, et même au-delà de la mort, car certains amours sont éternels. « Élodie, acceptez-vous de prendre Gabriel pour époux? »« Oui, je le veux, » répondit Élodie avant même que la question soit terminée, arrachant des rires attendris à l'assemblée. Quand vint le moment d'échanger les alliances, Lucas et Thomas s'approchèrent gravement, portant les coussins avec le sérieux de leurs 5 et 6 ans. Gabriel glissa l'anneau au doigt d'Élodie en déclarant « Avec cet anneau, je t'épouse, comme je te l'ai promis sous notre chêne quand nous avions 8 ans. » Élodie, émue aux larmes, répondit « Et moi, je te promets de t'aimer toujours, comme la petite fille qui t'a attendu le fait depuis 21 ans. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Gabriel, vous pouvez embrasser votre épouse. » Le baiser qui suivit fut d'une tendresse bouleversante. Quand ils se séparèrent, toute l'église explosa en applaudissements et en cris de joie. Emma jeta ses pétales de rose, et les autres enfants l'imitèrent, créant une pluie colorée et parfumée. « Madame Lefebvre » murmura Gabriel contre l'oreille d'Élodie. « Monsieur mon mari » répondit-elle en riant de bonheur. La sortie de l'église fut triomphale. Sur le parvis de Saint-Nizier, les photographes mitraillaient le couple radieux, mais Gabriel et Élodie n'avaient Dieu que l'un pour l'autre. « Nous avons réussi, » dit Gabriel en l'enlaçant. « Quoi donc? À prouver que l'amour vrai existe, que les contes de fées peuvent devenir réalité, que parfois les promesses d'enfants sont les plus sacrées de toutes. » La réception se déroula dans les jardins de l'hôpital Saint-Augustin, transformé pour l'occasion en salon de réception à ciel ouvert. Symboliquement, Gabriel et Élodie avaient voulu célébrer leur union là où elle avait vraiment commencé, dans ce lieu de vie et d'espoir qu'ils avaient sauvé ensemble. Pendant le dîner, Céleste prit la parole pour le discours d'honneur. « Mes chers amis, j'ai eu le privilège de voir naître cette histoire d'amour. J'ai vu Élodie porter pendant des années le souvenir d'un petit garçon qui lui avait promis de revenir. J'ai vu Gabriel réapparaître comme un prince de contes de fées et transformer leur rêve d'enfant en réalité magnifique. Aujourd'hui, il nous prouve que l'amour peut tout, même arrêter le temps et défier l'impossible. À Gabriel et Élodie, reprit l'assemblée en levant ses verres. Quand vint le moment de la première danse, les mariés choisirent une valse douce et mélancolique. Sous les guirlandes lumineuses et les regards attendris de leurs invités, ils dansèrent comme s'ils étaient seuls au monde. « Tu sais ce que j'aimerais faire maintenant ?» murmura Élodie. « Quoi, ma chérie ? Allez voir notre chêne. Tous les deux. Maintenant. » Gabriel sourit. « En robe de mariée et en smoking ? Pourquoi pas ? Il faut bien qu'ils sachent qu'on a tenu notre promesse. » 1 heure plus tard, main dans la main, ils traversaient le parc de la Tête d'Or dans leurs habits de mariage.
Le grand chêne se dressait dans la nuit étoilée, majestueux et éternel. Leurs initiales, gravées 23 ans plus tôt, étaient encore visibles dans l'écorce. GL plus EM, Echiche amour pour toujours, lut Gabriel à voix haute. Mission accomplie, dit Élodie en posant sa main sur le tronc. Ils s'assirent dans l'herbe, Élodie nichée contre l'épaule de Gabriel, contemplant Lyon qui scintillait au loin. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, nous vivons, nous aimons, nous construisons. » Gabriel resserra son étreinte. « Nous donnons à d'autres enfants l'espoir que ce chêne nous a donné. Nous prouvons chaque jour que les rêves peuvent devenir réalité. Je t'aime, Gabriel Lefebvre. Je t'aime, Élodie Lefebvre, pour toujours. » Sous leur chêne centenaire, dans la ville qui les avait vus grandir, deux cœurs retrouvés scellèrent pour l'éternité la plus belle des promesses, celle de l'amour qui triomphe de tout, même du temps qui passe. Car il existe, quelque part entre l'enfance et l'âge adulte, des promesses si pures qu'elles deviennent prophéties. Et Gabriel et Élodie venaient de prouver que les contes de fées les plus beaux sont ceux qui s'écrivent dans la vraie vie.